Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod et on a le roi des métis, Rolly. Voilà, on vient de le dire, fallait que je la fasse. C'est pour ça que tu voulais lancer vite comme ça. Ouais, c'est pour ça, j'ai eu l'idée, fallait pas que je la perde. On était en train de parler des commentaires et il y en a un qui a dit que t'étais le petit métis de l'émission, quoi. Donc, j'étais obligé de te lancer comme ça, là, pour le coup. En tout cas, on n'est pas là pour parler de tes origines, on est là pour faire l'actu. Faisons l'actu. On est là pour le reston connecté numéro 101, cet épisode hebdomadaire où on balaye l'actu sans la faire, sans la créer. C'est pas nous qui créons l'actu, on va pas chercher des nouvelles fraîches, mais par contre on va analyser ce qui se dit et donc cette semaine on a pas mal de choses à faire. On va parler de Tsarukyan qui évoque ses problèmes de salaire à l'UFC. On va parler d'une date qui était visée très rapide pour Gann Aspinall 2. On va parler de Georges Saint-Pierre qui a influencé John Jones mais sans le savoir. Voilà, on va parler encore de la Maison Blanche. On va parler des projections de Islam Makhachev et de Jack Della Maddalena pour la suite de leur carrière après le combat qui aura lieu ce week-end. Et on finira parce que Baba Diagne nous l'a demandé lors du dernier UFC sur un décryptage de ce qui s'est passé au sol entre Morales et Schnell. Donc voilà, on finira avec ça. Je me mettrai le combat en live. De toute façon, il dure pas longtemps et on fera un petit décortiquage de tout ça. Donc voilà, une commande qui a été passée. On peut malheureusement pas le faire avec les images parce qu'on se ferait striker par l'UFC. Déjà, juste la dédicace qu'il a faite, il a fallu que je la recoupe parce qu'elle a été strikée par l'UFC. Donc voilà, on va le faire à l'oral. Mais c'est intéressant aussi de le faire parce qu'en fait son grappling était très bien pensé. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu de clé de lecture sur ce combat-là et le revoir en sachant qu'il dure 2 minutes et demie, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Avant de commencer, comme d'habitude, Import Fight, notre partenaire du moment, avec ce lien qui est en description sur cette boutique de vente de matériel de sport, de combat, que ça soit boxe, MMA, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Corner, Hit and Move Pro. J'ai du mal aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je bafoue, les amis. C'est tous les jours. Attends, j'ai pas commencé à lire encore. Que ça soit Primo ou que ça soit Pitbull West Coast. Voilà, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight. Le lien en description. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Alors, l'actualité fraîche, c'est quoi? C'est le combat qui va avoir lieu entre Islam Makhachev et Jack Della Maddalena pour la ceinture des poids mi-moyens ce week-end. Donc, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler des projections, surtout pour Islam, sur sa première défense de titre, si jamais il arrive à obtenir cette ceinture ce week-end. Donc, il se projette un peu, il explique qu'il voudrait combattre Kamaru Usman. Pourquoi? Parce qu'il détient le plus grand nombre de défenses de titres, c'est lui qui le dit chez les Walter, et il est maintenant dans une bonne position. C'est vrai qu'il est bien classé, il a hésité à rester dans cette catégorie-là ou à monter chez les 84. Finalement, il est resté en 77 et donc en battant. Buckley. Problème de nom. Comment? Vas-y, redis. Buckley, c'est ça. Ouais, je te capte mal. J'ai du mal à. Effectivement, en battant Buckley, il s'est remis en fait dans le pool des prochains prétendants à la ceinture. Lui, il le dit de toute façon qu'il aimerait bien retenter sa chance à la ceinture. Il dit aussi qu'il aimerait bien, il l'avait dit, tenter sa chance au-dessus parce que voilà, il veut marquer l'histoire. Donc écoute, là en tout cas, si Makhachev passe, il lui donnerait sa chance. Ouais, écoute, moi c'est un combat, de toute façon ça fait longtemps qu'on en parle de ce type de combat. Il y a cette opposition lutte dagestanaise contre lutte américaine. Ouais, moi ça me plaît. Si ça se fait comme ça me plaît. Bah, tu sais, quand je vois cette annonce de combat potentiel, tu sais, ça me fait penser au combat que tout le monde voulait avoir depuis longtemps, qui était Georges Saint-Pierre contre Khabib Nurmagomedov, le combat qu'on n'a jamais eu. Eh bien, écoute, ça pourrait être leur descendant à chacun, finalement, qui pourrait nous offrir ce match.
Ma seule problématique dans cette histoire, c'est que, notamment, surtout côté Kamaru Usman, c'est il est plus à son prime, entre guillemets. Mais bon, la temporalité veut ça, c'est comme ça, il y en a un qui est plus vieux que l'autre, et ben, c'est la vie. Maintenant, il a prouvé de toute façon qu'il était encore compétitif, hein, Kamaru Usman, et qu'il fallait pas l'enterrer tout de suite, il est pas rincé, de toute façon, parce que son style n'est pas basé sur l'explosivité. Donc c'est plus de la technique qu'il a amélioré au fur et à mesure du temps et des capacités physiques. Et le physique, on sait que c'est pas ce qui se perd le plus rapidement, c'est surtout l'explosivité. Donc, enfin la vitesse surtout. Donc ce combat-là, il a de l'intérêt. Moi, il me plaît beaucoup aussi, effectivement. En tout cas, ça veut dire que, et de toute façon, c'est le souhait de Khabib, que Islam reste en welter. Donc, il n'y aura pas de redescendre derrière. Donc, ce qui écarte un peu le match contre Topuria, à moins que Topuria monte en welter. C'est possible. Ça, c'est tout à fait possible parce que même Dana White parle du fait que ce combat-là serait très fortement envisagé et à court terme, dans le sens où le public le veut. C'est pour une fois qu'il écoute le public, Dana White, et qu'il écoute les combattants, il dit le public le veut, les combattants le veulent. Donc si tout le monde veut ce combat-là, écoutez, on le fera sûrement, tu vois. C'est bien parce que en général Dana White qui aime bien botter en touche et puis rester, tu sais, à la frontière, à la lisière de l'info ou du noyage de poisson, on va dire. Là pour le coup, c'est vrai qu'il a été plutôt clair sur cet affrontement-là. C'est vrai que pourquoi s'en priver? T'as quand même deux gros stars, deux des plus gros stars de l'UFC actuel. Tu as un Topuria qui a battu ce qui se faisait de mieux chez les 66, qui a battu ce qui se faisait de mieux, en tout cas pour l'instant, à quelques exceptions près bien sûr. Enfin, et encore, qui a battu ce qui se faisait de mieux. Beaucoup d'exceptions. Il a juste battu Oliveira. Il a juste bossé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis repris tout seul. Non, il a battu que Oliveira. En fait, je me suis refait le film, je me suis dit, parce que comme Holloway est monté et qu'il est aussi, tu sais, dans le pool de ce qui se fait de mieux maintenant chez les 70, tu te dis en fait, bah en soi, il l'a déjà battu, tu vois. Mais c'est vrai que bon, il manque encore quelques profils. Mais bon, en vrai de vrai, ce combat-là, c'est le combat qu'on devait avoir en 70. Donc honnêtement, là, il y a une cohérence, tu vois. Ouais, il y a une cohérence. Ça m'intéresse moins en 77, moi. Ça m'intéresse beaucoup moins. Ouais, moi ça m'intéresse quand même. Ah, ça m'intéresse beaucoup moins parce que, ne serait-ce que le gabarit de Topuria. Franchement, 77, il y a un énorme écart. Il y a un énorme écart de Ouais, 70 à 77. Il vient déjà de la caté du dessous, donc c'est pas un gros lightweight, donc encore moins gros welter. Non, franchement, c'est compliqué. Il part avec un gros handicap si ça se fait. c'est un mec qui fait 85 kilos dans la vraie vie, hein. C'est ce qu'il disait. Ouais, mais comme tous les lightweights quasiment. Certes, mais tu vois, en fait, pourquoi ça me dérange pas? Tu vois, s'il avait dit je vais aller taper JDM, qui est, tu sais, qui a un 77 naturel, entre guillemets, je me dis, ok, ouais, bon, là, il y a un écart de poids, tu vois, véritablement significatif. Là, effectivement, alors, c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse. Alors, attends, je vais mettre des guillemets. Il faut que ce combat-là se fasse rapidement. C'est-à-dire, il faut pas que, non plus Que Islam comment dire, s'installe trop en Makhachev, welter, ouais. il s'installe trop en Walter. Tu vois, là, pour l'instant, il est dans sa montée. Donc, en soi, il a fait une montée. On voit qu'il est plus massif. T'as vu les photos avant-après? Il est plus massif, mais c'est pas non plus, tu te dis pas, waouh, c'est le gap, il est extraordinaire. Ça passe encore. Tu vois, ça passe encore. Donc, si ça doit se faire, limite, faudrait que ça soit justement pour cette première défense de titre. Tu vois, où tu le fais tout de suite. Et après, derrière, chacun fait son chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu viens, ils s'affrontent. Derrière, de toute façon, si Topuria gagne, il va redescendre, quoi qu'il arrive. Je le vois pas s'installer dans Non. la caté du dessus. Donc, ça laisse de la place. Si Makhachev gagne, bah derrière il continue, bah il prend Kamaru Usman par exemple. Tu vois, je sais pas, il fait ce qu'il a dit là. Il prend Ah, Kamaru mais c'est Usman. trop, Kamaru il est trop vieux, il sera même plus là. Il y a Non, attends, non, on parle de quelques mois. On parle de là, tu vois. Non mais allez, on parle de max un an. et un an, c'est beaucoup, hein. Ouais, ah, t'inquiète pas, attends. On parle d'un mec qui parle de reprendre sa ceinture en 77 pour tenter sa chance en Oui, 84. non, Donc mais il y ça a veut ce que dire que tu dis et il a, il a, ce que tu vas faire. non mais on est d'accord. Mais il y a ce que tu dis et ce que tu vas faire. Maintenant, je projette sur ce qu'il a dit. Tu vois, pas sur ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est demain, il se fait les croisés. J'ai envie de te dire, salut, merci, bonsoir, tu vois. Et c'est valable pour beaucoup de combattants qui sont en fin de carrière. Le mec se blesse.
On parle plus de Kamaru Usman et on parle plus d'un combattant de son âge. C'est sur une blessure. Ça, c'est le destin. C'est le mektoub, mon cher métis. Donc, Mais même au-delà de ça, tu vois, le fait d'attendre autant de temps, va falloir faire combattre Kamaru dans tous les cas. Et oui, t'es pas garanti qu'il gagne, vu les bourbiers qu'il y a dans cette caté. Donc tu mets ce combat à c'est l'eau. sûr. Ouais, mais après, en soi, tu sais, le truc, c'est que ce combat-là, c'est pas celui qui est le plus appelé du public. Tu vois ce que je veux Non, dire? oui, ça c'est sûr. C'est celui qui est appelé du public, c'est le combat justement que justement Makhachev contre Topuria, tu vois. Celui-là, c'est celui qui est appelé du public. Kamaru Usman, lui, tu peux le faire combattre en attendant. Mince, pardon, j'ai fait une manip de trop. Kamaru Usman qui est classé 5, tu peux le faire combattre, par exemple, contre moi, le combat tu vois, Kamaru Usman, le combat qui me plairait le plus, là, pour l'instant, c'est Shavkat Rakhmonov. Il revient, tu le fais combattre contre lui. Ouais, ou Belal. Ou Belal. Ou Belal. Et là, comme ça, en plus, tu l'installes véritablement comme numéro 1 contender en attendant. Parce que pour l'instant, il est classé 5. Donc c'est pas déconnant de lui redonner un combat, tu vois. Si t'oublies le fait que ça a été un champion dominant dans la KT, tu vois. Hmm. Ouais. Écoute, moi je te dis, je suis pas emballé par ce fight en welter. Moi ça me dérange que ce soit en welter. Moi, alors pourquoi oui, je comprends, mais oui, puisque tu te dis en fait les forces en présence, tu vois, t'as plus de chances d'avoir un combat équilibré dans la KT des 70 que dans la KT des 77, bien sûr. Mais pour l'histoire, moi ce qui m'intéresse c'est le côté historique de la chose. Personne n'a gagné une triple ceinture à l'UFC. Je précise à l'UFC, Ouais, ça c'est oui, déjà fait dans d'autres organisations, mais personne ne l'a fait. Aujourd'hui, on va dire que si tu fais tout le spectre de ce qui se passe à l'UFC, celui qui est le plus près d'en gagner une, c'est lui. De tenter sa chance, du moins. ouais. Bah oui, il en a déjà deux. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour l'histoire, ça serait le truc à faire. En plus, tu sais, l'UFC, là, je pense qu'ils vont de nouveau essayer peut-être de reconstruire des stars. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais avec le deal ESPN, où l'UFC Paramount. arrive dans une Paramount, la Paramount, le fait qu'il soit rentré dans une sphère vraiment là parmi les plus grands, ils vont pouvoir se permettre de reconstruire peut-être des célébrités, de remettre des profils sur le devant de la scène. Tu vois, contrairement à avant où c'était l'UFC qui devait être la seule star parce qu'ils étaient en pleine construction et en pleine évolution, tu vois. Le fait d'arriver peut-être pas à un paroxysme, mais déjà d'être dans un début de paroxysme, peut-être qu'ils vont pouvoir ressortir des profils. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Ngannou qui potentiellement pourrait revenir à l'UFC. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui ils sont sur des considérations qui sont tout autres. Donc là, si tu veux vraiment, parce que on sait que Ilia Topuria, il était sur le schéma d'un Conor McGregor, tu vois. Il faut le détacher aussi de cette image-là. Il le fait petit à petit. Mais quel meilleur moyen de créer une star peut-être plus grande, sportivement, médiatiquement, ça sera pas le cas. Ouais. Mais sportivement qu'un Conor McGregor, par exemple, c'est de le faire combattre pour cette triple ceinture. Demain, il fait la 3e ceinture. Il arrive, il y va, il éteint Makhachev, par exemple. Derrière, historiquement, c'est le feu. Moi je pense même qu'il se retire. Tu veux faire quoi de plus Tu derrière? penses? Ou tu veux faire quoi de plus? C'est vrai. Bah après après ça dépend ce que tu veux. C'est-à-dire qu'après tu peux aller tutoyer les anciens, tu sais, où on dit parce qu'il est encore très jeune, où on dit qu'aujourd'hui ce qui manque c'est les défenses de titre, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui plus personne ne défend son titre et ne règne sur une catégorie, à quelques exceptions près, tu vois, comme un Pantoja, tu vois, ou un Merab qui veulent revenir à ces origines-là, tu sais, à défendre le maximum de fois leur titre. Mais peut-être que derrière, il peut se fixer cet objectif-là, c'est ensuite de rincer toute sa catégorie des 70 et après de se retirer, tu vois. Ça peut être une possibilité, mais c'est vrai que déjà quand t'as accompli ça, c'est déjà bien. Mais si tu accomplis ça, tu redescends et en plus tu rinces ta KT, alors là t'es intouchable. Là on est dans la discussion d'un GOAT. Après c'est quoi ton objectif? C'est le GOAT, c'est d'être le GOAT. Tu peux pas être le GOAT avec, même si tu prends 3 ceintures, tu peux pas être dans la discussion des GOAT si tu ne dures pas dans le temps. Pour moi, c'est un des critères. Pour toi, Pour, je sais que c'en est un aussi. ouais, pour nous, mais pour la majorité des gens, il prend les 3 ceintures et ça devient un GOAT hein, tout de suite. Oui, bah tu le mettras dans le top 5. Parce qu'en Ok, plus, je lui en donne une plus place dans pour le le top coup, 5. il bat les mecs, enfin les mecs qu'il bat, c'est quand même très très lourd.
Oui, je suis Ça d'accord. voudrait dire qu'il Donc tu aurait lui mets, battu Volka, Oliveira et au-dessus Makhachev. C'est monstrueux, c'est du Volka, jamais vu. Oliveira, Holloway, Makhachev. Juste ça, déjà. Juste ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ça qui me plaît, en fait, dans cet affrontement-là. Tu sais, c'est de faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, tu vois. Tu sais, faut qu'on Non mais, vibre sportivement, mais faut qu'on vibre historiquement aussi. bien Et moi, ce sûr. combat-là me fait vibrer Non mais, historiquement. à ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Je te dis juste que moi, ça me dérange parce que je pense pas qu'on aura la version optimale de ce qu'on aurait pu avoir sur ce combat. C'est tout. Après, si jamais Makhachev perd ce week-end, Et qui rien nous dit redescend. que, en fait, ce combat-là, on l'a pas en 70, hein. Ouais, bien sûr. Parce que quel avenir pour Makhachev? Parce que Khabib, il fait cette projection-là. Pourquoi? Parce il est certain S'il qu'il va gagne. remporter Oui, la bien sûr. ceinture. Bien sûr. Bah oui. Donc, mais s'il gagne pas, ça se trouve, on l'a en 70. Bah, Mais c'est ça sûr. retire le côté historique. C'est Parce que certain ça le même parce retire que, doublement le côté historique. pourquoi? Bah parce que en fait, on a un islam qui perd de son invincibilité. Même si, moi, je retire Adriano Martins, hein, cette petite virgule sur son CV. Là aujourd'hui, il a une aura d'invincibilité. On le voit dans les commentaires. Si tu dis le moindre truc qui va pas sur Islam Makhachev, tu te fais allumer. Ça y est, tu deviens haters d'Islam Makhachev. Tu vois. Donc quand on en est là, on sait que ça fait partie des gens qui sont très suivis, dont il y a c'est des fans fanatiques, tu vois, dans ce sens-là du terme. Donc ça veut dire que voilà, mais c'est parce que il a cette aura d'invincibilité. Là, t'écoutes les fans fanatiques, quoi qu'il arrive, il n'a aucune chance de perdre dans aucun combat. C'est limite, le mec te touche, t'as gagné, il a gagné, tu vois. C'est vraiment ça. C'est comme je disais justement sur RMC. Attention, c'est pas tu poses une fesse par terre, le mec il t'a soumis. Tu vois, faut aussi nuancer les choses, tu vois. C'est pas. Donc là, il y a des gens, ils sont persuadés que ça, ils sont persuadés de ça. Donc c'est pour ça. Donc tu perds aussi de cette aura là. Si tu vois, en plus avec un Ilia Topuria qui lui met KO tout le monde, toutes les plus grandes stars très rapidement dans le premier voire deuxième round, bah t'arrives, il se fait éteindre par Topuria en 70. Les gens ils diront bah ouais, bah en fait la vraie star Ouais. c'était Topuria et en fait il y avait pas de doute puisque de toute façon il a pas su prendre sa deuxième ceinture là où Topuria avait réussi à prendre sa deuxième ceinture Non, avec non, la c'est manière. sûr. Non, je te dis, il joue énormément, Makhachev, quand même, sur ce combat, parce que s'il perd contre JDM et qu'il doit redescendre prendre Topuria, psychologiquement, déjà, ça va être très compliqué. Surtout quand t'es contre un Mhm. puncher comme ça. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, moi. Honnêtement, je pensais que ce fight, tu sais, à un moment, on était en discussion sur le fait, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il y aura Topuria avant. Moi, je pensais que ce fight allait se faire avant sa montée. Ça aurait Mhm. été logique, en fait. Ça aurait été plus logique, et en battant Topuria, après, il montait et il partait en 77. Après, le timing fait que ça s'est pas passé comme ça, Puis le risque aussi. et le risque aussi. C'est vrai. Donc bon, en tout cas, je te dis moi à choisir entre pour ma part, je sais que toi ça sera l'inverse, mais moi à choisir entre Topuria en 77 et Kamaru Usman. Donc on a été coupé, ouais, je disais que à choisir entre les deux, entre un Kamaru Usman qui est en fin de carrière et un Ilia Topuria qui est en pleine bourre et qui peut marquer l'histoire, moi je préfère choisir Ilia Topuria. Ouais, ouais. Non, mais évidemment que je veux voir ce combat, mais le timing, je préfère voir Elia défendre d'abord sa ceinture en lightweight. Ouais, bah c'est pas à gagner hein, pour l'instant parce que t'as pas dit Pimplet là justement qui dit comme quoi il tient la ceinture en otage parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles sur la suite. J'ai l'impression que de toute façon aucune décision ne sera prise avant ce week-end. Ouais. Enfin voilà bon là de toute façon on est à 2 jours donc oui non ça je peux m'en mettre ma main coupée que t'auras pas de combat dit donné pour Topuria avant ce week-end. Mais je pense que l'UFC attend ça aussi et Topuria le camp Topuria attend ça aussi tu vois. Donc ça va jouer parce qu'en fonction de comment ça se passe, tu sais, un finish rapide de Makhachev, premier round, il soumet JDM, le combat, tu peux le reprogrammer très rapidement. Donc je pense que c'est pour ça. Bah, Par contre, s'il y a du on est dégât, quand là? Novembre, décembre. Dans tous les cas, ça sera après le Ramadan, c'est quand, ça commence quand? mi-février environ. Mi-février.
Non, pas forcément, hein. Décembre, janvier, tu peux le faire dans les toutes premières cartes de l'année, hein. Tu sais, je pense que Topuria, il C'est s'entraîne, hein. compliqué. Topuria, il s'entraîne, hein. C'est compliqué quand même. Ouais, ça dépend si l'UFC met la pression à Makhachev, tu sais, pour faire ce combat rapidement. Je sais pas. Bon, faut voir. Est-ce que vraiment on peut leur mettre la pression? J'ai l'impression qu'ils font quand même un peu, c'est eux qui décident, hein. Ouais, j'avoue. Rien que quand tu vois, tu sais, Avec Ali Abdelaziz, ils ont quand c'est même pas ça. mal de pouvoir, hein. Non, Ah mais oui. c'est même pas ça, c'est que même Ali Abdelaziz, de toute façon, tu sens que ils font de lui ce qu'ils veulent. Tu sais, là, Oui, oui. pour le coup, t'as vu quand il lui roule dessus, Khabib en train de, il lui dit avec l'autre, là, tu sais, il y a eu une espèce d'influenceur qui est venu, qui Ça, l'a renvoyé ça dans lui ses fait 16 du mètres. bien. Ouais. Ça lui fait du bien. T'as vu il l'étrangle, le mec il tape et il l'endort quand même. Non, j'ai pas vu ça, par contre. T'as pas vu? Ali L'influenceur, Abdelaziz, il là? lui met un triangle. Ouais, il met un triangle inversé au mec. Et genre, le mec tape. Et il le calcule pas, il continue jusqu'à temps qu'il dorme. Ah, donc c'est ça, c'est pour ça, Khabib, Et c'est pour ça qu'il lui a dit il a c'est moins lutté avec facile lui. avec. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça, par contre, ça me plaît. Là, ils me font kiffer, tu vois. Là, pour le coup. Bref. En tout cas, on verra. JDM, quant à lui, est plus mesuré dans sa gestion de suite de carrière. Tu vois, on sent que voilà, il y a pas, il va pas. Enfin, quand je dis plus mesuré, en fait, non. Demander Kamaru Usman, c'est pas déconnant. Je te dis ça. En fait, non. Attention. C'est juste que beaucoup Non, plus il se projette mesuré. pas. Plus mesuré, je parle par rapport aux champions qui veulent tout de suite monter de catégorie. C'est un objectif pour lui, mais c'est Ah pas un oui, bien sûr. objectif dans l'immédiat. C'est plutôt ça. C'est pas vis-à-vis de Makhachev, c'est vis-à-vis des champions actuels. Il dit, j'aime voir un champion, en quelque sorte, éliminer au moins la plupart des 10 meilleurs combattants avant de passer à la catégorie supérieure. Je respecte ce qu'Islam a accompli. Je pense qu'il est passé à la catégorie supérieure au bon moment. Il a fait du bon travail chez les poids légers. Il a éliminé tous ses adversaires dans cette catégorie, puis il est passé dans la catégorie supérieure. Je vais essayer de défendre ma ceinture plusieurs fois avant même d'envisager de changer de catégorie. Je pense que oui, j'ai toujours voulu combattre Khamzat Chimaev. À un moment donné, si ma carrière se passe bien, ce serait un bon défi. Voilà. Donc effectivement, j'aime bien le discours de voilà, faut d'abord régner dans sa caté avant de chercher à monter. Les mecs sont jeunes, effectivement, ils ont le temps. Il peut se passer pas mal de choses. Et puis Mais je de pense toute qu'il est façon, conscient, hein. Il est conscient quand même que il est champion. Donc c'est le numéro un de cette KT. Mais en termes d'accomplissement, pour le moment, il n'a pas accompli beaucoup de choses, JDM. Et je pense qu'il en est conscient. Il veut vraiment mm. confirmer. Ouais, puis il y a des catés qui sont plus vite que d'autres. Là, on sait que la catégorie des 77, aujourd'hui, c'est une catégorie qui s'est renouvelée. On sait qu'il y a du monde qui pousse derrière. Donc, régner sur cette catégorie-là, avec l'avenir qui Ça lui est veut dire promise, quelque là, chose. ça veut dire quelque chose. Tu vois, ne serait-ce que le combat là qu'il y a après sur cette même carte entre Sean Brady Edwards, et Prates, Brady, truc. ouais, c'est Comment il ça. s'appelle déjà, Et Morales? Morales. T'as Brady, Morales, Prates, effectivement Leon Edwards. Edwards. Bon, Léon Edwards, même s'il est dans le déclin là pour l'instant, mais en tout cas, voilà, on verra comment ça sera ce week-end. Mais c'est vrai que j'avais même oublié qu'il était sur la carte, tellement il est plus, tu sais, il est plus dans le, enfin tellement il Ouais. fait pas parler de lui en fait, tout simplement. C'est même pas tellement il est plus dans enceinte, comment dire, oh, je perds mes mots aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. En odeur de Saint-Denis, c'est ça l'expression que je cherchais. Mais c'est plutôt qu'il fait pas parler de lui comme d'habitude en fait, comme avant. C'est juste qu'il est redescendu en fait dans les classements, donc les lumières ne sont plus sur lui. Donc déjà qu'il fait pas parler de lui, plus les lumières sont plus sur lui, bah forcément, bah tu l'oublies, Plus les tu l'oublies. performances, hein. Les performances qui sont en demi-teinte et c'est toujours ronflant ces combats malheureusement. Bah c'est un peu le Franchement, souci. c'est hyper frustrant, hein. Edwards. Edwards, c'est hyper frustrant parce que c'est un des meilleurs techniquement, mais il propose rien. Ben, on est d'accord. On est d'accord. Non, moi, le combat que j'attends, là, c'est Sean Brady contre Morales, là, il a dit, tu sais, il y a un journaliste, là, qui lui a posé la question s'il avait peur du punch de Morales. Il a dit, je m'entraîne avec Joe Pyfer depuis des semaines, depuis des mois.
C'est une puissance qui est inégalée tu sais, à l'UFC. Si je peux tenir contre lui, je peux tenir contre n'importe qui. Bon, ça, il peut le dire, ça veut rien dire. On sait très bien que une frappe, en fonction de comment elle est mise, ça change tout. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir ce combat-là parce que bon, nous deux, hein, on sait, c'est pas une surprise sur cette chaîne. On adore Sean Brady. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et s'il arrive à faire une domination à Morales comme il l'a fait à Leon Edwards, alors là. L'idée d'un Sean Brady Islam Makhachev, ça me fait kiffer ça. Mais ça, c'est ce qu'on disait. Ça, c'est le combat qu'on veut voir, effectivement. Là, pour le coup, ce duel de grappling, entre guillemets, là, c'est pour le coup, là, ça serait vraiment une opposition qu'on voudrait voir. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. En sachant que lui, il a pas l'anti-dagestanais de Craig Jones, mais il a battu Craig Jones. Et ça, c'est pas rien. Bref. Donc on verra. Déjà, passons cette première étape. Voyons voir ce qui va se passer ce week-end. Et puis après, on verra ce que l'UFC nous proposera pour la suite de ces deux combattants. En parlant de suite, il y a une date qui a été visée pour Gane Aspinall 2, qui a été proposée en fait sûrement par le camp de Gane qui veut faire le combat très rapidement, et l'UFC aussi visiblement, puisque le Hypoc n'a pas fait de lésion à l'œil de Tom Aspinall, c'est Dana White qui l'a dit. Il dit il n'y a pas de décollement de la rétine, il n'y a aucun dommage à l'œil, il devrait guérir rapidement. Enfin, de toute façon, il devrait guérir rapidement. Il devrait déjà être guéri. Hein. Normalement, il y a même pas s'il y a pas de lésion, il y a pas de, voilà, bon, bref. Et nous verrons quand nous pourrons refaire le combat. Et donc, le camp Gane veut une revanche rapide. Dana White nous a dit, avant la fin de l'année à Vegas. Ensuite, j'ai proposé pour l'UFC au Qatar le 22 novembre. L'UFC a essayé, mais l'équipe de Tom Aspinall n'a pas répondu. On va essayer de lui forcer la main pour janvier. Alors, c'est Fernand Lopez qui dit ça dans l'interview de la sueur. C'est ça, le retour du King and the G. Ouais, donc j'ai bien aimé cette interview. Et c'est vrai qu'il y a, d'après ses dires, il y a aucun retour. Ils ont même pas répondu la team Aspinall. Ouais, ça envoie pas des bons signaux. Mais après, bon, ça on le dit depuis le début. Hein, de toute façon, ils ont pris une porte de sortie pour repréparer le combat correctement. Moi, ça me choque pas. Hein, il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Ça sert à quoi qu'il enchaîne le combat tout de suite? Il va rien modifier, ça sert à rien pour lui. Il va jouer la montre. Là, il est déjà à l'entraînement, il prépare autre chose. Et comme t'as dit, je pense que ce sera vers février. Vers février, c'est pas mal, ça laisse du temps quand même. Ça laisse du temps, janvier, février. Je pense que l'UFC aussi, ils sont pas fous. Hein. Ils savent que ce combat va plus vendre sur la V2 que sur la V1. Mais ils savent très bien que là, c'était idéal pour eux en fait de le faire sur un UFC où c'est la ville ou le pays qui organise, qui paye, tu vois, où tous les frais sont donc à Abu Dhabi c'était le cas, au Qatar c'est le cas, tu vois, donc ça les arrange d'avoir ces deux combattants là sur ce type de carte, tu vois. Bon, maintenant après le truc c'est que sur les premières cartes de l'UFC Paramount, on va dire, c'était voilà, ils veulent faire des coups d'éclat, des gros coups d'éclat. Bon, la chance qu'ils ont, c'est qu'avec avec ce qui s'est passé autour de ce combat-là, ça va peut-être attirer un peu plus de monde. Peut-être. C'est même pas sûr, mais ça va peut-être attirer un peu plus de monde. Surtout, je parle sur le public américain, parce que le public européen, il n'y a pas de problème. Sur le public américain. Mais même, tu sais, même sans parler du nombre de personnes qui vont regarder, ça a toujours du prestige, la ceinture poids lourd. Malgré les niveaux, malgré qu'on sait que les petites KT c'est quand même un meilleur niveau, quand on parle de catégorie reine, c'est vrai que ça a toujours du prestige les lourds. Ouais, mais là c'était pas le cas, hein, parce que franchement pour le premier combat, vraiment les chiffres ils étaient bidons. Hein. Il y a eu combien, tu les as vus? Je les ai pas vus, mais je parle même ne serait-ce que des chiffres de vues sur YouTube et tout ça, c'était pas si énorme que ça. Ah ouais? Ouais, non, ça a pas beaucoup vendu. Et puis tu sais, on parle de catégorie reine. Regarde, tu prends alors c'est le PFL, hein, mais tu prends Ngannou qui combat au PFL. En fait, l'adversité. Non, mais le PFL ne vend rien. Non, mais le PFL ne vend rien, mais Ngannou lui vend, tu sais, de base. Et le problème, c'est qu'en fait, l'adversité, elle est tellement pas ouf que en face de lui, que finalement, ça fait. Ngannou, c'est pas un gros vendeur. Tu vois. Ngannou, ça n'a jamais été un gros vendeur. Ngannou, c'est pas un gros vendeur de pay-per-view. Ouais, après, je sais pas. Si tu vas payer un pay-per-view pour voir un combat qui dure 40 secondes. Ouais, bon, ça a déjà arrivé par le passé. Mais ouais, enfin, c'est juste pour dire que. Cher.
C'est juste pour dire que la catégorie reine, la catégorie des poids lourds, bah finalement, ça fait un moment que c'est plus une catégorie qui est hypante et les gens, tu sais, même si c'est la catégorie reine, ça les fait pas Mais lever de leur lit, quoi. je te parle, c'est pour ça que je te dis, je te parle pas de vue, je te parle pour l'organisation. L'organisation, ça reste quand même un truc prestigieux. Je sais pas. Je sais pas. Vu comment elle a été laissée à l'abandon pendant un moment, là, quand même, c'est compliqué, hein. Mais tu sais qu'à Spinal, là, il fait, je pense, hein, comme on a dit, qu'il essaye de gagner du temps pour la revanche, mais faut pas trop qu'il joue au con non plus, hein. Parce qu'avec toutes les déclarations que son père a faites, etc., je suis certain que s'il fait trop durer, l'UFC met une ceinture intérimaire en place pour le niquer. C'est exactement ce que je pense aussi. C'est exactement ce que Ah je ouais, pense non, aussi. mais Et c'est sûr. il y a Il des déteste combattants ça. qui Le ont... mec qui parle d'aller en anglaise, le mec qui parle de quitter l'UFC après son contrat alors qu'il est champion. C'est des trucs, quand t'es champion, tu peux pas te permettre de le dire. Tu peux le penser, mais tu peux pas le dire. Ça fait, en fait, tu craches à la gueule de ton employeur, en fait. Exactement. Non, non, ça je suis d'accord. Et t'as des combattants, bah tiens, on parle d'Ngannou, lui, ils ont pas attendu 1000 ans pour mettre un titre intérimaire quand il a été blessé, hein. Donc alors que sa Et en plus, blessure, elle c'était durait légitime, tu que... vois. Ouais, Mm, c'était légitime, et puis surtout que sa convalescence, elle était courte, tu vois. C'était pas non plus un an d'arrêt. mm. C'était que, je crois que c'est de mémoire, c'était 6 mois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, Ouais, et ils ont mis un titre intérimaire directement, effectivement. Là, en plus, je pense que Dana White, parce que tu sais, comme on a dit, hein, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire la bien-pensance, on peut faire tout ce qu'on veut. Dana White, il est pas dupe, il sait ce qui s'est passé, il voit les résultats, ça confirme ce qu'il pensait, enfin le résultat de, tu sais, de l'analyse médicale, ça confirme ce qu'il pensait à la base. Euh, il veut pas d'un combattant comme ça qui va tortiller, tu vois. Donc Gann, il est là, il s'entraîne, il est déjà à l'entraînement, il montre à l'organisation ce qu'il n'a pas fait peut-être par le passé, mais là il montre à qu'il est prêt. l'organisation qu'il est vraiment déterminé à aller chercher cette ceinture. Effectivement, il y a un moment où ils vont organiser autre chose. Et Gann sera là. Ouais. Aspinal ne sera pas là. Et je pense que dans la négociation, tu sais, quand il dit justement, on va essayer de lui forcer la main pour janvier, je pense que dans les arguments, tu vois, mis en avant par l'UFC, ça va être ça. C'est-à-dire, ok, d'accord, tu veux pas combattre, Tom, pas de problème. Bah écoute, il y aura un nouveau champion intérimaire. Déjà que T'as lui, de sa grandes chances. ceinture, il l'a pas validée Ouais. encore dans un vrai fight, sa ceinture incontestée, puisque c'était là qu'il devait valider cette ceinture. Mm. Si derrière tu remets un champion incontesté, alors que là le monde entier incontesté, un champion intérimaire, alors que là le monde entier a vu qu'il n'y avait pas de lésion. Tu vois, il y a un moment, il peut pas faire croire qu'il va avoir gris pendant 10 ans s'il n'y a pas de lésion. Tu vois, c'est bon, ok, Oui, bien il a sûr. des soutiens, il y a des gens qui vont dire si si, mais tu sais, un doigt dans l'œil, ça fait mal. Ok, d'accord, je veux bien, ça y est, mais il a plus mal, hein. Quand il était à l'hôpital, il avait déjà plus mal, hein. Faut arrêter les bêtises. Il y a pas de lésion, il y a pas de lésion. Il a eu mal Non, pendant, je pense allez, que comme t'as il a eu dit, mal pendant 3 jours, février, c'était fini. ça va le faire parce qu'il a pas vraiment le choix. Là, il a pas le choix. Il a pas le choix. Et je pense que l'UFC va lui mettre une grosse pression. Va lui mettre une grosse pression. Et le problème, c'est que quand t'abordes le combat comme ça, que déjà parce qu'il va vouloir le maximum de temps pour gommer ce qu'il a compris du problème du casse-tête qui était Cyril Gane en boxe. Tu sais qu'il te faut du temps pour ça. Que même si tu veux créer un autre game plan, il faut aussi du temps pour ça. Mm. Que là, l'UFC te met la pression. Donc tu viens avec un stress. Tu sais que c'est pas toi le vrai, enfin, tu sais, c'est pas toi qui est le favori de l'organisation. Ça sera peut-être pas toi qui sera le favori des bookmakers. Il y aura une énorme pression sur ses épaules, là où Cyril Gann, Ah, tout le monde ne peut pas le faire. En fait, c'est ce qu'a subi Ngannou sur son dernier combat contre Gann, hein. ouais, ouais. C'est ça, en fait, c'est ce que disait à juste titre, mais finalement, il reprend un petit peu ce qu'on pensait aussi. Mais tu sais, Fernand Lopez, quand il disait dans l'interview justement, il dit que Aspinal disait que les gens n'avaient pas assez de data pour lui pour savoir qui il était dans la cage, et qui dit, mais en fait, lui-même ne sait pas qui il est dans la cage. Tu vois, parce qu'il a pas justement assez vécu d'adversité pour comprendre où sont ses limites. Là où Mm. un Ngannou l'a vécu, là où un John Jones, par exemple, l'a vécu, là où un Cyril Gane l'a vécu par le passé,
Et c'est là où tu sais si tu sais te reprendre ou pas, si tu sais rebondir ou pas. Tu vois, tu sais, je reprends alors, toute autre organisation, mais un Jordan Zebo, tu vois, par exemple, qui a vécu le pire et qui a su remonter la pente. Tu vois, qui montre sa force mentale, tu Mhm. vois. Donc, et là, c'est là où on va voir si s'il a cette capacité à remonter la pente. C'est pas revenir d'une blessure. Parce que tu sais, on compare, oui, mais attends, Aspinall, il est revenu d'une blessure. Ok. Mais une blessure, c'est pas la même chose. Une blessure, tu t'es fait mal, tu Ah fais ouais, la rééducation, ça va. Ici, la rééducation, c'est pas la même chose dans la tête. ah, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois? Donc c'est ça la problématique. Il va falloir vraiment, enfin, vraiment être fort mentalement. Il faut que tu travailles ton mental, ta technique, ton game plan, tout ça en très peu de temps. Si Gann n'est pas en Bah, tout excès de ça confiance, en 3 mois, ouais. ouais, Donc autant te dire qu'en 3 mois, t'as pas le temps de changer grand-chose. non, tu te remets juste en forme. Parce qu'il faut, en plus de ça, tu sais, il faut trouver un striker poids lourd qui tourne comme Cyril Gann. Ouais, c'est très difficile. Vaut mieux chercher même dans les catégories plus basses, en fait. Bah, je suis d'accord. Limite, il faut payer Nassourdine, ce qu'il ne fera jamais. Tu vois, tu sais, qui est capable de striker avec un poids lourd, il l'a prouvé, tu sais, à l'époque, parce qu'il était sparring Ouais, et de Cyril encore, Gann. c'est pas le même style. C'est pas le même style. C'est pas le même style, bah, c'est pas le même style, mais il y a quand même des similitudes, tu vois, dans le côté in and out, le jab, la vitesse de frappe, l'anglaise précise, tu vois, enfin, t'as des similitudes. En tout cas, sur la partie anglaise. Peut-être pas sur la partie striking complet, mais sur la partie anglaise, t'as des similitudes quand même. Non, mais je pense qu'en termes de pieds-points au Glory, tu dois trouver un 84 kilos aussi vif que Cyril. C'est sûr, mais Ouais. En tout cas, c'est pas un Rico Verhoeven qui le fera. Rico Verhoeven, sûr un c'est meilleur extrêmement boxeur fort. pied-point que Gann. Tu vois, dans son accomplissement, en tout cas sur le papier, c'est sûr qu'il est Ah oui, meilleur. bah oui, c'est sûr. Mais Mais c'est après, pas le c'est même pas style. mais non, c'est pas le même style. C'est pas du tout le même style. Donc à voir. À voir. En plus, le seul truc, moi, qui m'inquiète entre guillemets pour la revanche, c'est que là ils ont pris vraiment des décisions sur le côté high poke, tu vois, sur le fait que peut-être il y aura des sanctions qui seront mises en place sur des trucs qui ne sont pas forcément des high poke, mais sur des estimations, tu vois, parce que Gann c'est pareil, il n'arrivera pas à corriger le fait d'avoir la main ouverte, tu sais, dans sa manière de combattre. Donc si l'arbitre, tu sais, lui dit attention, tu sais, est en survigilance en disant attention, 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 et qu'il le Bien sûr. pénalise, ça peut Ah, jouer faut dans pas le combat, oublier quoi. quand même que sur le combat de Jones, là où Jones avait été très intelligent, c'était sur le low kick au testicule, là. Hmm. Où finalement, limite, il oriente sa jambe pour que, en fait, ça glisse. C'est lui qui fait Hmm. glisser le kick. Et après, il n'ose plus envoyer la jambe. C'est ça. Parce que dès le début, tu te fais reprendre et après, tu penses qu'à ça et tu sors de ton combat. Bah, c'est ça, tu te dis je vais être pénalisé, donc si je vais être pénalisé, bon bah faut que je fasse attention parce que si tu prends un point en moins, parce que là visiblement ils vont distribuer des points en moins comme des tic-tac. Hein. Et justement ils évoquaient la problématique de ce truc-là, c'était bah, la multiplication des draws, en fait des matchs nuls. Tu vois, donc c'est pour ça, en fait ils le disent, mais après est-ce que dans les faits, parce que c'est toujours encore une fois ça reste un business, ça reste un spectacle, donc le dire d'un point de vue sportif, ça Ils le feront s'entend. pas. D'un point de Ils vue le feront pas, entertainment, ils le feront pas, sauf sur ce combat. Ce combat, tu peux être sûr qu'ils seront ultra vigilants. ouais. Donc c'est là où dans le travail, en fait, Gann limite dans son travail, lui, en plus de continuer ce qu'il faisait, c'est vraiment son seul ajustement, ça serait ça en fait. Ça serait Mm. de minimiser ses doigts en avant. Enfin, c'était même pas des doigts en avant, parce que les doigts ils étaient tout pointés vers le ciel. Mais en tout cas, faire attention quoi. Faire attention. Mais bon, encore une fois, enfin, on a beau dire ce qu'on veut, c'est une belle hypocrisie. T'as des styles, tu peux pas. Si tout le monde avait le même style, tu vois, ça se serait. Tu vois, il y en a qui gardent les poings fermés, c'est dans leur jeu, c'est comme ça, c'est implémenté, depuis toujours ils ont les poings fermés. Puis t'as des gens, ils sont mains ouvertes, et puis c'est comme ça. Le fait d'avoir des gants ouverts, ça te permet. Et puis même sans avoir des gants ouverts, hein, tu sais, même en boxe, en boxe, tu sais, en boxe taille et tout ça, sauf que t'es dans des gants qui sont fermés, mais il y en a beaucoup qui jouent avec la paume de la main. Enfin, tu vois, moi le premier, tu vois, je joue beaucoup avec la paume de la main, que j'ai des Mais gants fermés ou des gants ouverts. tous en mouais de toute façon. Donc c'est pour ça.
Donc c'est une belle hypocrisie, c'est comme ça, c'est la vie. Au bout d'un moment, tu peux pas non plus dénaturer tous les combattants pour éviter un accident qui est limite inévitable à un moment, tu vois. C'est pas parce que t'as Mais jamais non, mis mais un doigt dans l'œil de en ta fait, tu sais carrière que ça quoi? n'arrivera jamais. Non, mais on en parle parce que Gann est français en fait. Mais ça y est, on va tous passer à autre chose. Enfin, c'est pas le premier gros doigt dans l'œil qu'il y a. À chaque fois, on parle des nouvelles règles qu'il va y avoir, et finalement, il y a rien qui change, et il y a rien qui va changer encore. Mm. Ouais, non, mais je te dis ça parce qu'en fait, c'est Herb Dean qui a fait une sortie là récemment où il a parlé de ça, où ils ont eu une réunion, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, où vraiment ils ont commencé à parler de beaucoup plus pénaliser les doigts dans l'œil, tu vois. Enfin, en tout cas, même sans parler de doigts dans l'œil, mais au moins même les mains ouvertes, quoi. Donc, ça va. Par contre, ça va rebattre des cartes, hein, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui vont être frustrés. Bah nous malheureusement, que ce soit Nassourdine, que ça soit Gann ou je sais pas, mais en tout cas, c'est de rien que ces deux-là, déjà, ça peut poser problème. Bref, on va pas rester sur ce sujet, mais en tout cas, voilà, je hâte d'avoir une date qui sorte sur cet affrontement, ce deuxième affrontement là. On veut que ça se passe vite là, on veut, après advienne que pourra, mais voilà, et faut pas attendre 1000 ans pour que ça se refasse parce que le soufflet va retomber. On reste chez les poids lourds, mais chez les poids lourds qui ne sont plus à l'UFC et qui potentiellement pourraient y retourner. Parce que Ngannou, qui jusqu'à maintenant n'était pas enclin à revenir justement à l'UFC, on sait que ça s'est très mal fini, qu'il a tout fait pour sortir par la grande porte de l'UFC, bah il est ouvert à y retourner pour affronter Moi, ça John fait un Jones moment qu'il est ouvert. à la Maison Ça fait Blanche. un moment. Ouais, bah il sait que de toute façon il a rien, enfin le PFL c'est mort pour lui. Tu sais, à la base, c'était son coach, c'était Nick Sick qui avait lancé ça en interview, tu sais, un peu de son fait à lui, qui avait parlé de Oui, ça. Mais tu parles pas de ça si t'en as pas parlé à ton combattant avant, c'est une certitude. ouais, Tu balances pas ça comme ça. sauf Tu tâtais le qu'Ngannou terrain. derrière, tu vois, il avait dit comme quoi il s'était permis la latitude de le faire, mais qu'il n'était pas en accord avec sa déclaration. On Pas certain, sait, non parce que mais on sait. On sait très bien ce que ça veut dire. Tu sais, il y a le jeu médiatique, on le connaît, et on sait qu'Ngannou, il est devenu très fort sur le jeu médiatique. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Euh, Pourquoi il fait sa sortie? Il revient en fait sur la proposition de Joe Rogan de faire le combat le plus attendu et le plus, on va dire le combat le plus historique en fait, le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Ouais, c'était ça exactement les termes qu'il avait dit. Joe Rogan sur le combat de Jones contre Pereira. Euh, Ngannou il dit quoi? Il dit s'ils se battent, je mettrai sûrement mon réveil pour regarder ce combat, mais ce n'est pas ce n'est pas le genre de combat où tu fais waouh, ok, c'est le combat. Le plus grand combat de tous les temps ne peut exister qu'avec Jones et Francis Ngannou. C'est tout ce que j'ai à dire je suis pas là-dessus. d'accord. J'aime bien quoi. Cette phrase-là, ça me fait rire parce que je pense à Forrest Gump. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Aucun manque de respect pour les autres combattants. Je respecte tous les combats et tous les athlètes, qu'ils soient en carte principale ou en carte préliminaire. De grands combats peuvent se produire partout. Je suis devenu champion du monde à l'UFC, à l'Apex, sans public. Ce n'est pas une question de lieu, mais si tu veux parler de plus grand combat de tous les temps, alors il faut que ce soit le plus grand. Euh... Ngannou, Jones, Déjà, je vous arrête tout de suite. Pereira, Le Jones. plus grand, ni l'un ni l'autre. Le plus grand combat de tous les temps, c'est Fedor contre Crocop. Déjà. Le débat est clos. Il y a même plus de débat à avoir. Donc pour le deuxième plus grand combat de tous les temps, pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde. Ah bah là, tu vas te faire, dans les commentaires là, on va avoir pas mal de monde qui vont réagir là-dessus. Et il y a tous les nostalgiques de l'époque, effectivement. Voilà, soyez en commentaire, allez-y, donnez tout votre amour à ce combat, donnez tout votre amour au vrai GOAT historique des poids lourds, qui est Fedor Emelianenko. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah c'est que vous n'avez pas suivi le MMA assez tôt dans votre vie. Donc donc ouais, bah alors, on va dire le plus grand combat actuel de l'humanité de tous les temps, mais Ok. actuel, à l'instant T. Voilà, ça veut rien dire. Ok. J'ai encore fait du Jean-Claude Van Damme. Allons-y. Bah, le plus grand, oui, je suis d'accord avec Ngannou. C'est sûr que il y a beaucoup plus de d'incertitude sur le combat Ngannou contre Jones que Pereira contre Jones. Pereira contre Jones, tu vas avoir, oui, le plus gros vendeur peut-être en la personne de Pereira.
Donc Mhm. oui, ça va amener du public, mais sportivement, c'est contre Ngannou qu'il faut faire ce combat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis, ça serait doublement historique parce que le retour d'Ngannou, personne n'y croit. Parce que il y a le bif avec Dana White, parce que les deux se détestent foncièrement. Mais bon, on sait que Dana White, il s'est déjà assis sur ses convictions pour le bien de l'organisation. Il sait le faire. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il sait se remettre en question et revenir sur sa parole. Donc potentiellement, c'est vrai que pourquoi ne pas le s'il l'a fait avec Ortiz, pourquoi il pourrait pas le faire avec Ngannou, tu vois. En fait, il le ferait. Je pense que s'il le fait, c'est qu'il estime que Jones le bat. Parce que faire revenir Ngannou pour qu'il gagne, pour lui, ça va être trop là. Je sais pas parce que ça ouvre des perspectives derrière. C'est-à-dire que Jones, s'il gagne, il s'arrête là, quoi qu'il arrive. Là, sa legacy, ça y est, c'est le tampon, paf, allez, ça y est. Là, je peux m'arrêter, ma legacy, elle est faite. Là, j'ai prouvé que dans deux catégories, j'étais le meilleur. Ngannou est considéré comme le meilleur actuellement poids lourd de l'histoire MMA, tu vois. Donc là, s'il le bat, ça y est, il a mis son bouquet final en place. Ouais. Mais Ngannou aussi derrière, il s'arrête. En fait, Ngannou, tu sais c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est que Ngannou, il veut sa liberté. On sait que c'est pour ça qu'il est parti de l'UFC. S'il revient à l'UFC, tu crois franchement qu'il va repartir sur un contrat comme on lui avait proposé avec l'exclusivité et tout, maintenant qu'il a goûté à la boxe anglaise? Jamais de la vie. En fait, ça peut pas se faire parce qu'Ngannou, il va vouloir un one shot pour rester libre sur ses contrats d'anglaise. Et ça n'arrivera jamais. écoute, je sais pas, parce que tu sais, je pense qu'il y a des choses qui se trament tu sais, en off. Il y a un changement d'air là qui est en train de se tramer à l'UFC. Je pense qu'il faut qu'on sorte des logiques dans lesquelles on était quand on était sur le système de pay-per-view. Tu vois, j'ai l'impression que alors il y aura toujours l'UFC sera toujours, tu sais, enclin à conserver ses combattants et à les tenir. Tu vois, voilà, c'est une réalité. Je pense que ça changera jamais. Mais je pense qu'il y aura des fluctuations, peut-être des petites choses qui pourront se permettre d'être faites qui n'étaient pas faites avant parce qu'aujourd'hui ils sont rentrés dans une autre sphère. Ce qu'on disait tout à l'heure. Alors peut-être que je me trompe complètement, hein, mais on le sait pas. En fait, on aura des réponses que à partir de janvier. À partir de janvier, on verra la nouvelle direction politique de l'UFC. Et pourquoi pas en fait avoir tu vois un mec comme Ngannou peut-être faire. Alors si t'es capable de, en fait le truc, pourquoi je dis ça? Si t'es capable de le signer pour un one shot, pourquoi t'es pas capable de lui laisser une liberté et de le laisser combattre en fait, tout simplement. Non, mais ils veulent pas le signer pour un one shot. C'est ça le truc. Je pense pas que ça les intéresse. On part du principe que ce combat se fait. Arrête des fois t'es trop pragmatique. Il faut, tu Oui, sais, si on parle, non mais si on parle des sujets comme ça, dans ce cas-là, je le mets même pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire? mais Si on part du principe que ça va ouais, pas se faire et oui. tout ça, bon, bah on parle pas du sujet, on passe à autre chose et puis voilà. Projetons, ça se fait, ok? On est là pour discuter. Donc, Vas-y, ça se fait. si t'es capable de le faire pour un combat, t'es capable de le faire sur deux, trois combats. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris. Si t'es capable de le signer pour un one shot, l'UFC ne fait jamais ça. Ouais. Il fait jamais de one shot. L'UFC, c'est Non. tu viens, ils te font un minimum 4 combats. Si t'es une star, tu vois, par exemple John Jones, je crois que c'était 8 combats, pour être sûr que derrière tu vas nulle part. S'ils sont capables de les signer pour un combat, ça change tout. C'est une chose qui avait jamais été fait avant. Tu vois? Mhm. Donc pourquoi tu serais pas capable si tu l'as fait une fois, de le reproduire, en fait, de le reproduire, en fait, de faire du combat à la carte. Quand je dis à la carte, c'est-à-dire que, en gros, tant que tu veux rester, tu restes, et puis après, le jour où tu veux partir, t'es un agent libre. En fait, finalement, t'es sous contrat avec l'UFC, mais en étant agent libre, entre guillemets. C'est-à-dire que tu te vends, d'un point de vue promotion, promotion Ngannou se vend à l'UFC, et il fait le nombre de combats qu'il souhaite. Oh, bah, là, ça relève de l'ordre du fantasme. Mais comme le premier combat, hein, de toute façon. Puisqu'ils l'ont jamais fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, j'y crois pas une seconde, en fait. Ouais.
Et pourtant, je crois que je crois que c'est un membre de la famille de Trump hein, qui veut pousser pour qu'Ngannou il soit sur cette carte. Hein. J'ai vu passer ça Et en quelque plus, part, j'ai pas t'imagines, l'info exacte, mais en tout cas, il y aurait tu vois, potentiellement, imagine si t'as une pression de Trump pour que ce combat se fasse. Imagine. Parce que visiblement, je te dis, je crois que c'est je sais plus, je saurais pas te dire. J'ai vu passer une info, mais je l'ai plus en tête exactement. Comme quoi, il y aurait quelqu'un de proche de Trump qui militerait pour ce combat-là, pour que Ngannou soit sur cette carte. c'est quoi, même d'un point de vue historique pour les États-Unis, je pense que l'objectif quand même sur ce type d'événement, en tout cas au moins sur le main event, ça va être d'être sûr de faire briller l'Amérique. Là, tu prends le risque potentiel que le plus grand champion de l'organisation de tous les temps se fasse éteindre Ça, c'est sûr. par un non-américain, par un Africain. Là, ils vont mal le prendre. Même il est Ah, américain dans le Trump, là, il cœur. perd ses cheveux direct. Qui ça perd ses cheveux? Trump? Trump. Ah, c'est sûr, parce que tu parles de perdre ses cheveux, ça me fait rire, parce que c'est sur la déclaration d'après, c'est, bah, tiens, on peut enchaîner en même temps. Parce que Jones, justement, qui veut absolument combattre sur cette carte, euh, dit qu'il voudrait s'excuser auprès de Dana White. Il dit: mon objectif immédiat, c'est d'être sur la carte de la Maison Blanche. Je laisse de l'espace à Dana. Il a changé ma vie et celle de mes enfants. Je lui serai éternellement reconnaissant. Nous avions un accord verbal pour le combat contre Aspinall qui s'est mal passé. Rien n'avait été finalisé. J'admets ma faute. J'avais tort. Je regrette la façon dont les choses se sont passées et j'aimerais pouvoir le voir en face pour m'excuser, afin que je puisse passer à autre chose et recommencer à faire de grandes choses pour ce sport. Et après, il rajoute avec un petit peu d'humour: quand il m'apprécie, en parlant de Dana White, je suis probablement l'un de ses combattants préférés. Quand ce n'est pas le cas, je suis sûrement la raison pour laquelle il est chauve. J'ai adoré cette déclaration. Et c'est tellement vrai, parce que la relation de Jones avec Dana White, c'est vraiment je t'aime moi non plus depuis toujours en fait, parce que tu sais là quand C'est tu vrai. découvres le MMA aujourd'hui, tu te dis tu le constates, mais en fait ça a toujours été le cas. Il a toujours aimé autant qu'il l'a détesté, parce que c'est sa star. Et à la fois, comme il Mais, se tue publiquement, mais comme tout le monde, en fait. Tu sais, il y a pas que, en fait, il y a pas que Dana White qui est dans ce cas-là. Je pense que c'est un peu tous les fans de MMA parce que quand t'as Jones dans une cage, t'es conscient que t'as techniquement ce qui se fait de mieux sur la planète. Et en même temps, quand tu vois sa vie en dehors, tu te dis, le mec, tu peux pas l'apprécier, en fait. Donc, en fait, t'oscilles entre je veux le voir dans la cage et puis je le déteste. toi Et c'est aussi un t'as peu ce perdu qui des se passe cheveux à avec cause de Dana lui. White. T'as perdu tes cheveux à cause de lui Non, aussi. moi, c'est pas à cause de lui. Moi, c'est pas à cause de lui. Non, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est vrai. Cette sortie, elle m'a beaucoup plu. Maintenant, tu vois, John Jones, c'est tellement le mec, tu sais, on l'a dit, le mec terrifiant. Tu mets n'importe qui dans une salle avec lui, c'est lui qui ressort vainqueur, tu sais, de n'importe quel affrontement. Tu sais, c'est des choses qui se disent sur lui, tu vois. Le mec, c'est vraiment le démon, tu sais, quand il combat. Et là, tu le vois, on dirait un enfant. Ouais, je lui laisse un peu d'espace, mais tu vois, bon, j'aimerais m'excuser. On dirait, tu sais, mon fils qui a fait une connerie, qui s'est embrouillé avec sa mère et qui dit, On papa, attends, dirait un ex toxique qui veut je revenir. reviens, je te jure, je reviens, maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu sais, je voulais pas, mais je te promets, je recommencerai pas. Bon, jusqu'à la fois où il recommence, en fait, tout simplement. En fait, John, c'est un enfant. Il a jamais grandi. Il a le syndrome de Peter Pan, mais dans la connerie. C'est juste ça. Ouais, moi, ouais, je pense qu'il peut le reprendre quand même. Il peut le reprendre. Pour le coup, Jones, il peut le reprendre. Jones, il est encore sous contrat avec l'UFC. Il lui reste des fights, Bien de sûr. toute façon. Bah, il avait signé pour 8, il en a fait 2. Ouais, donc tu vois. Euh, ouais. Mais le problème, c'est contre qui? En fait, c'est ça, c'est juste ça le problème de Jones là. Non, mais moi, tu sais quoi, plus qu'Ngannou, moi, je crois en ce combat contre Pereira qui vont nous organiser. De toute façon, Pereira, Mais c'est tu le sais, seul en fait. C'est le seul possible. bah oui. C'est le seul possible maintenant. D'autant plus maintenant puisque Gann et Aspinal, ça va être bouqué là. Donc impossible qu'ils recombattent derrière sur la Maison Blanche. Puis Trop quel proche. intérêt? Ils veulent C'est quand la pas. Maison Blanche? C'est au mois de C'est juin. juin? C'est le 14 juin.
Ah, ouais, non, ça peut se faire. Non, mais c'est Ça même peut pas se ça. faire. C'est que de toute façon, quel intérêt de les faire combattre contre Jones? L'UFC, je pense pas qu'ils veulent que Jones récupère la ceinture. S'ils le font Non, combattre, ouais. c'est pour faire un super fight, c'est pour mettre un point final à sa carrière, de lui faire un super fight, et puis voilà, parce que, t'imagines, ils le font combattre, il gagne la ceinture, ils se remettent dans un bourbier Hmm. ah oui, je combats pas, mais oui, nanani, nanana, bah, avec le risque en plus, encore une fois, qu'il fasse une dinguerie dans sa vie et que la ceinture, elle soit encore mise entre parenthèses. Non, 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 je pense que là, l'UFC, s'il le Ouais. signe, c'est pour faire un super fight. Et là, il y a que deux noms qui sont en lice. Ngannou, peu probable. Et Pereira, très probable. Oui, Pereira, ça reste plus probable. Parce qu'en plus, il le veut, les deux le veulent. C'est un combat à moindre risque pour Jones et ça rentre en compte, hein. On sait qu'à ce stade de sa carrière, il pèse vraiment le pour et le contre et ça reste un combat de légende, mais ça reste un combat facile malgré tout, hein, faut dire la vérité. Donc tous les indicateurs sont ouverts pour Jones pour accepter ce combat. Attends, facile, facile. Il y a un élément. Il y a Pereira qui provoque Shimaev à l'UFC BJJ. Parce que Shimaev veut l'affronter en lourd léger, ou même en poids lourd. Il lui dit, écoute, on va pas le faire comme ça. Je te propose un UFC BJJ, je te prends sur ton terrain en grappling, et les bénéfices sont reversés à une association caritative. Son Ok, association, ouais. voilà. Imagine, mais, imagine il bat Shimaev en grappling. Eh, là, ça met un peu plus d'incertitude contre John Jones. Shimaev, il a proposé de prendre les deux, lui et Glover dans la même soirée, en grappling. Ouais, 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 j'ai vu ça. Je prends, je signe. Je signe tous les jours. Tu sais quoi? Je pense que ce combat, ça va se faire. Là, on fait une aparté là sur Shimaev Pereira en grappling. Je pense que ça va se faire parce que finalement Pereira n'a absolument rien à perdre dans cet affrontement, peut-être même tout à gagner dans le sens où s'ils sont amenés à s'affronter, en plus de ça, il aura des infos. Tu vois, il l'aura déjà eu en main et ça change beaucoup de choses. Sentir C'est la vrai. puissance d'un mec, etc., tourner avec lui. Donc ne serait-ce que ça peut être intéressant pour Pereira parce que sur le papier, de toute façon, il est donné perdant sans contraint. Tu vois. Il y a aucune chance de gagner, on va pas se mentir. Il y a aucune chance. Mais moi, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que même, je pense que Pereira, c'est quelqu'un d'intelligent aussi dans sa gestion de carrière. Tu sais, on dirait comme ça l'homme de pierre, machin, tout ça, mais il est pas con dans sa manière de gérer sa carrière. Et ils s'affrontent. Moi, pour moi, je suis même pas sûr qu'ils s'affronteront en MMA. C'est-à-dire que là, Shimaev, il le veut absolument. Il a un petit caillou dans la chaussure parce que l'UFC serait potentiellement, tu vois, potentiellement, il pourrait mettre ce combat en place. Le fait de le proposer en grappling, en fait, ça met d'accord tout le monde. Et derrière, en fait, effectivement, tu perds, comme tu l'as dit, il y a rien, enfin, tu vois, c'est logique. Et derrière, par contre, tu ne perds pas contre un mec qui vient à la base alors, si ça se fait en 93 de 2 KT en dessous, c'est parce qu'il a commencé sa carrière 2 KT en dessous, et si ça se fait en poids lourd 3 KT en dessous, tu vois, t'as pas cette humiliation, entre guillemets, même si Pereira, l'humiliation, je pense il s'en manque un petit peu, parce que je pense qu'il est au-delà de ça, il nous l'a prouvé, mais en soi, ça lui permet de s'assurer, effectivement, de faire ce fight, de gagner de l'argent avec ce fight, et en plus enfin, de gagner de l'argent, ça sera redistribué. Mais au moins, voilà, j'ai voulu l'affronter. En plus de ça, il ressort grandi parce que bah, je l'ai affronté sur son terrain, donc ça veut dire que j'ai eu le courage de le faire. En même temps, il veut prouver qu'il a travaillé parce qu'on sait que voilà tout le monde le critique sur sa ceinture en jiu-jitsu brésilien. Donc là, ça serait l'occasion de prouver qu'il est véritablement ceinture noire. Je Écoute, rigole. moi, je suis pas certain de ce move parce que, enfin, de cette façon de penser, s'il l'aurait, Pereira. Parce qu'à partir du moment où si Shimaev te roule dessus, il te soumet très rapidement, mais tous les fans vont pousser au combat en MMA. Tous les fans. Ils vont dire, mais en fait, si t'affrontes, là, il te prend ta ceinture tout de suite. Et en fait, t'es au pied du mur. T'es au pied du mur, t'es obligé d'accepter. Ouais, mais tu vois, ça fait gagner du temps. Parce que lui, ce qu'il vise, tu sais, moi, je suis persuadé aussi que Pereira, il vise la Maison Blanche et lui, pour le coup, après, je pense que lui, il s'arrête. Bah alors, il a pas besoin de faire ça. Non, pour le coup, je pense qu'il se fait un kiff, hein. Non, mais il se fait un kiff. Mais S'il c'est a, ça. Et en fait, ah en oui, fait, je pense il que se ça fait le un fait kiffer. kiff. C'est ce que je dis. En fait, ça le fait kiffer d'affronter Shimaev, mais il veut pas l'affronter en MMA. Il veut l'affronter autrement. Donc, il va l'affronter en grappling.
Tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir, tu sais, Pereira, Shimaev sur une affiche. Lui, ça le grise Ou aussi, tu alors vois, ils font la de... revanche. Et s'ils faisaient la revanche à la Maison Blanche. Ils font le premier tour en grappe là, en grappe et ils organisent la revanche pour la Maison Blanche. C'est vendeur. Mais C'est un vendeur. à la condition que le combat, comme t'as dit, se passe pas en 3 secondes. Parce que sinon, c'est moins vendeur. Après, tu te dis, oui, il peut toujours le mettre C'est KO, toujours patati vendeur. patala, C'est mais... toujours vendeur puisque tu diras, ok, c'était son domaine, on verra avec les frappes maintenant ce que Ouais, mais ça on donne. sait... Attends. Autant il y a des combats où je t'aurais dit, ok. Tu vois, je vais remettre Marachev, tu sais, comme ça les gens, tu vois, ça va mettre des commentaires, ouais, t'as la haine contre Marachev, ok, si vous voulez. Marachev, tu vois, il a pas le style d'un Shimaev, c'est-à-dire il va rester un peu debout, il va essayer de boxer, tu vois. Donc là, tu te dis, bon, allez, à ce moment-là, s'il essaie de boxer un petit peu plus, peut-être qu'il y a une chance. Shimaev va pas du tout essayer de boxer. Il va arriver, il va lui plonger dans les jambes dans les 10 premières secondes comme il fait d'habitude, et puis derrière, il va Ah, le bah, je te dis soumettre en pas le 3 secondes. contraire. Tu vois? Non, Ça, mais c'est c'est pour ça sûr. que je te dis que pour ce profil-là, bah, en fait, s'il lui fait ça, à l'UFC BJJ, il lui fera ça en MMA de la même manière. Avec des frappes en plus au sol. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Ouais. Ouais, mais c'est deux trop grosses stars. Dans tous les cas, ça va vendre à la mort. Ça vendra, mais il n'y aura pas d'intérêt à le regarder. Moi, je sais que je vais pas, tu vois, je serai pas là j'aurai pas les mains moites avant le combat, tu vois. En train de me dire, ah, peut-être que. Non, mes mains seront bien sèches. Et j'aurai la certitude d'avoir une longue nuit. Parce que je sais que je vais me coucher très tôt. Non, mais c'est Non, vrai. parce qu'il y aura pas que ce combat sur la carte. Non, non, mais je sais bien, mais au moins c'est pas. Mais je me coucherai toujours 25 minutes plus tôt que si, Disons tu qu'il vois. sera l'analyse de ce combat post-fight sera courte à faire pour nous. Alors, il lui a C'est une plongé bonne dans les chose. jambes dans les 10 secondes. Il est venu, il l'a étranglé, merci, bonsoir. Bon, bah alors, le combat suivant, Jones contre Pantoja. Tu sais, le mec est tout... Oh là là. Si on est dans les combats de fou, tu sais. Bref. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, si vous croyez à un potentiel retour d'Ngannou, si le combat contre Ngannou vous plaît plus que celui de Pereira ou vice-versa, si vous êtes plus hypé pour un combat Shimaev, Pereira en grappling ou en MMA, dites-nous tout ça en commentaire. En tout cas, pour finir avec Jones, eh ben, il a été influencé par une grande star du MMA justement, en la personne de Georges Saint-Pierre. Et je suis même pas sûr que Georges Saint-Pierre le sache lui-même. Les deux sont constamment, on le sait, hein, justement cités dans le débat des GOAT. Visiblement, Jones l'a copié en fait Georges Saint-Pierre pour devenir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il dit j'ai vraiment aimé la manière dont Georges Saint-Pierre se comportait, son professionnalisme, la taille de son équipe et le rôle essentiel de chaque membre de son entourage, la façon dont il portait les costumes des costumes à l'UFC. Il a été l'un des premiers combattants à le faire. Je voulais calquer ma carrière sur la sienne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Craig Jackson. Craig Jackson était l'un des entraîneurs de Georges Saint-Pierre à l'époque et sans aucun doute, cet homme a complètement changé ma vie, ma psychologie. M'inspirer de Georges Saint-Pierre a été une décision brillante. J'aime beaucoup ce move. Tu sais, quand t'es à ce niveau de célébrité, que tu domines tout le monde, on te parle comme, enfin, on te cite comme le GOAT du MMA, de donner autant de respect et d'humilité, justement, envers Georges Saint-Pierre, envers une autre personne, c'est quelque chose que j'aime bien et qui reflète un peu la personnalité de John Jones qui, alors certes, on l'aime pas, mais il a toujours su se mettre en dessous de gens, des fois qui étaient bien loin de son niveau de hype, si il estimait que tu avais quelque chose à lui apporter. Tu vois, c'est vraiment quelque chose chez lui qui l'a suivi tout au long de sa carrière. C'est cette humilité, tu sais, et ce qui lui a permis d'apprendre autant et de pouvoir progresser autant aussi. En fait, ouais, il est toujours dans la peau d'un élève. Mm. Ouais, c'est pas quelque chose qui le dérange. Mais c'est pas la première fois qu'il fait l'éloge de Georges Saint-Pierre. C'est loin d'être la première fois. J'ai déjà entendu plein de sorties, même il y a longtemps. Tu sens qu'il y a énormément de respect envers Georges Saint-Pierre. Bon, il a pas réussi à calquer toute sa carrière, hein. Je pense que l'extérieur de la cage c'était plus compliqué, mais ouais, c'est peut-être un mec à qui il voulait ressembler. Tu vois. Je pense Ouais. qu'il voulait calquer plus ou moins sa vie, mais bon, c'est
Il a pas calqué, il a pas bien calqué. Il y a même des vidéos de lui où il essaie de parler avec l'accent québécois. Tu les as vues celles-là ou pas? Je les ai pas vus. Non? Ah, ça vaut, ça vaut ce pesant de cacahuètes. Non, je plaisante. Non, non. S'il y en a un qui arrive à me retrouver ça, franchement, je le respecte. Des vidéos qui n'existent pas. Donc ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que c'est quand même une génération là. Les Georges Saint-Pierre, les John Jones, tous ces mecs là, tu sais qui, je suis pas sûr qu'on les retrouve un jour. Tu sais, alors c'est peut-être mon côté nostalgique Bon, c'est ton du côté MMA. nostalgique. Ouais, je pense que c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a un avant après. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu sais, il y a eu ces deux combattants-là, c'est le point de bascule entre le MMA old school et le MMA moderne, entre le free fight et le MMA. Tu vois ce que je veux dire? C'est Hmm. un peu c'est un peu la bascule. Et ça c'est quelque chose, tu vois, qui pour moi potentiellement ne reviendra jamais parce que je suis pas sûr que même si le MMA évolue, il y aura une telle scission entre deux ères, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas con. J'avais pas pensé le truc comme ça, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est très vrai. Donc euh, donc voilà, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que c'était Ouais, déjà moi non plus. c'était beau. Je pense que c'était beau. N'hésitez pas à dire en commentaire que c'était beau. Le mec et tout, il veut qu'il y ait des commentaires aujourd'hui. N'hésitez pas, c'était beau, c'était beau. Mettez en commentaire le mot de la fin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un mot de la fin. C'était beau. Ouais, c'était beau. Bref, on enchaîne. Avec Tsaroukian qui évoque ses problèmes de salaire à l'UFC. Tsaroukian, et bah, lui pour le coup, on le sait, hein, il est tout en haut de la catégorie des poids légers, numéro 1 contender. Pourtant, sa situation est difficile. Enfin, si tu mets entre guillemets, entre parenthèses, le fait qu'il soit fils de milliardaire, donc sa situation n'est pas si difficile que ça. Mais disons que s'il n'y avait pas cet élément-là, elle le serait. Il dit Bah non. sur Bah non, 150 000 dollars. 30% partent directement aux taxes. Ensuite, il reste peu, 50%. Ce qui reste à part à la gestion. Donc 5% pour la salle de sport, 5% pour l'entraîneur, 15% pour le manager. Vous vous préparez pendant 2-3 mois et vous finissez à zéro. Ensuite, il continue en disant tac tac tac. Oui, j'ai remporté une victoire est une motivation parce qu'en fait, il explique que s'il touche la prime des 150 000 dollars en plus s'il gagne, en fait, c'est ça en fait qui lui permet de gagner sa vie parce que sinon il combat à perte s'il ne remporte pas le combat. Il dit oui, remporter une victoire est une motivation pour gagner les 150 000 dollars supplémentaires, mais en général, on se bat souvent à perte. Ce sont les sponsors qui permettent réellement de gagner de l'argent. C'est quand même, tu sais, de quoi? Tu doutes de sa déclaration déjà de base? non, non, je doute pas de sa déclaration. On sait que c'est vrai, de toute façon. Il perd énormément d'argent. Maintenant, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense qu'il est habitué à un style de vie où tu lui donnerais même 1 million, ce serait pas assez de toute façon. Quand tu donnes 300 000 dollars à un Brésilien qui sort de la favela, t'inquiète pas qu'il est très heureux et qu'il va te dire je vis très très bien, tu vois. Faut aussi quand t'es habitué à énormément de richesses, de toute façon, c'est sûr que 300 000 pour lui, c'est de la monnaie. C'est l'argent de poche. Alors que ça en fait de la Exactement. saillie au Brésil, hein. Ah, franchement, même en retirant tout ce qu'il dit, admettons, il te reste. Alors, on le sait très bien, on en a parlé des milliers de fois. Oui, le MMA à haut niveau, ça reste mal payé, comparé si tu compares à la boxe anglaise. Évidemment que c'est mal payé, que ça mérite beaucoup plus, surtout au vu de ce que l'UFC rapporte. Maintenant, même si je sais pas moi, il combat, il fait quand même des bons salaires, Saroukian. Si t'as tes 150 000 à l'année, tu peux pas dire que t'es pauvre. Bah non, mais ce qu'il explique, c'est pas que t'es pauvre. Si tu prends le chiffre de 150 000 à l'année, oui, effectivement, tu prends le chiffre 150 000, Alors c'est pas si c'est incroyable, hein. net. Attention, Non, non, c'est mais, loin d'être incroyable à ce non, niveau-là. mais, attention, si c'est net, c'est un fait. Le problème, c'est que c'est 150 000 bruts. En fait, ce qu'il explique, c'est que les trois quarts de son salaire, s'il gagne pas, les trois quarts de son salaire partent dans les taxes et dans ce qu'il doit à la salle. Enfin, tu vois, ce qu'il doit à son entourage, son Oui, bien encadrement, à tous sûr. ceux qui l'ont aidé à aller chercher cette victoire. Et c'est vrai que plus tu vas monter en compétences, plus tu vas t'approcher du top et plus tu vas être obligé de faire des camps qui sont plus coûteux, qui sont plus onéreux. Là, on l'a vu avec Cyril Gann.
Son camp a dû lui coûter énormément d'argent. Les sparring qu'il a fait venir, le fait d'avoir vécu en dehors de chez lui pendant des mois, tu vois, d'avoir été dans les hôtels, d'avoir dû manger au restaurant, enfin, tu vois ce que je veux dire, les nutritionnistes, les kinés, les trucs, les machins, ça va très vite, ça chiffre très très vite en fait. Donc c'est ça en fait qu'il explique, c'est-à-dire que effectivement, si tu prends le chiffre de 150 000 dollars, tu te dis, parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent ce discours-là, qui disent bah attends, le mec il a touché 150 000 dollars, 300 000 dollars. Je sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, parce qu'on parlait des écarts tu sais, de salaire. Enfin, on me parlait non même pas des écarts de salaire avec la boxe, mais tu sais, il me disait voilà, oui, un champion MMA quand même gagne bien sa vie. Mais il gagne bien sa vie par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport au sacrifice qu'il fait, par rapport à ce que ça lui demande, par rapport à sa santé qui est en danger. Finalement, 150 000 dollars, c'est peanuts, tu vois. Et pour le coup, Ah, mais c'est 150 000 sûr que dollars brut. c'est pas assez. Alors, on est d'accord, c'est pas assez. De là à dire que t'es à perte, ah, franchement, je pense qu'il abuse un peu. Je pense qu'il abuse un peu aussi. Je pense que c'est histoire de choquer un petit peu et de donner plus Ah, dire que de. tu perds beaucoup d'argent et que sur les 150 000, t'envoies potentiellement à peine la moitié, oui, mais de là à dire que t'es à perte, je suis pas sûr. Ouais, mais regarde, si tu écoutes ce qu'il dit, donc 50% donc ça fait 75 000 dollars. On est d'accord. Déjà sur les Ouais. 150 000, il te reste 75 000. 75 000 moins 5%. D'accord, ça fait déjà ça fait 60 non non, j'ai une connerie. Égal. Donc ça fait 75 000 moins 71 250 Il moins nous fait le 71 comptable maintenant. 250. Ça fait déjà t'as 3500 qui partent, donc t'as 2 fois 3500, donc fois 2, ça fait 7500. Bon, il te reste encore un peu d'argent et t'as 15% pour la salle. Donc sur les 75 000. Et encore attends, parce que la question c'est est-ce qu'ils prennent déjà les 5%? Parce que c'est ça la question que je n'ai pas. Ils prennent les 5% sur les 150 000 ou sur les 75 000? Parce que ça change tout aussi. Ouais, ouais. Non, attends, mais déjà je dis une connerie parce que c'est 30% pour les taxes. C'est pas 50%. Donc Bah déjà oui, bon parce que voilà. ça, alors Ouais là, ouais. j'ai pas réagi, mais 50, ça me Ouais. paraissait énorme. Ouais non mais parce qu'après il dit non mais c'est lui en fait, c'est dans sa déclaration, c'est parce que j'ai repris en fait je suis repassé sur la ligne du haut, il dit 30% passe directement dans les taxes et ensuite il reste peu 50% de ce qu'il reste part à la gestion. Ouais, donc Ouais. 50% de ce Ouais, qui non, reste. ouais, de ce Donc qui il reste. reste de l'argent. Oui, alors, c'est ça. Donc, 50% part à la gestion. Donc, ça veut dire que c'est plutôt comme ça qu'il faut le compter. 150 000 moins Moins 30%, 30%, c'est ça. Donc, ça fait 105 000. Donc, il reste... il il y a reste 45, soit 50 000. il y a 40 000 qui partent. Et il reste 50 000 dollars. Bon, 50 000 dollars, c'est vrai que c'est pas zéro. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout est relatif. Faut combattre quand même. Non, alors c'est pas fou, hein, parce qu'on est sur C'est des pas fou. profils qui combattent quasiment qu'une fois par an. C'est ça, c'est ça. Et ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est vrai que c'est pas fou. C'est pas énorme, hein. Mais t'es pas à perte. Non, non, t'es pas à perte, mais alors c'est vrai que c'est parce que ce que tu disais, c'est très vrai, c'est sur son train de vie et tout ça, 50 000 Bah, dollars pour lui, c'est voilà, c'est rien. voilà, il a habitué à un style de vie qui fait que de toute façon, tu vois son appart et tout. Il y avait des photos où il était chez lui là, une Oui, terrasse de fou et tout. Enfin voilà, il a ouais, habitué à un mais style de vie qui fait alors, que pour lui, c'est pas assez. non, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi, mais attends, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que ces mecs-là, ils ont pas de retraite, hein. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, ça y est, c'est bon, ils arrêtent. Et ils doivent vivre de 35 ans à la fin de leur jour Je suis avec ce d'accord. qu'ils ont mis de côté. Et c'est vrai que quand tu gagnes 50 000 dollars, si t'as perdu, tu fais 50 000 dollars à l'année, tu mets rien de côté, hein. Tu vas pas investir dans l'immobilier pour ta retraite, hein. Ou tu vas pas faire des placements ou quoi que ce soit. C'est vrai C'est sûr. parce qu'il faut penser aussi à cet élément-là. Il faut penser parce que là, est-ce qu'il parle pas non plus aussi, c'est les soins médicaux. Tu vois, des soins médicaux aux États-Unis. Alors lui, il est pas aux États-Unis, mais par exemple, un combattant qui serait aux États-Unis, ça coûte super cher. Tu vois, là, chez lui, je sais pas, en Géorgie, je sais pas combien ça coûte les soins médicaux, mais en tout cas, voilà, aux États-Unis, ça coûte super cher. Tu dois te loger, tu dois te nourrir, tu dois tout aussi, et en plus, tu dois en plus prévoir ta retraite. C'est vrai que quand tu regardes Non, mais bien, c'est sûr.
Ah, C'est mal si, je pense payé, bien que sûr que c'est mal payé. si tu mets tout au cumulé, t'es pas à perte, mais bon, tu peux considérer comme si t'étais à perte, en fait. Je pense que c'est dans ce sens-là, en fait. C'est considérer que t'es à perte. Parce qu'en fait, tu n'investis pas tout ce que tu devrais Ouais. investir pour toi, tu vois. Considérer que t'as limite un salaire de mec qui va bosser, quoi. Tu vois, tu te Ben, retrouves avec une situation où c'est comme si t'avais un salaire lambda. ouais, et encore. Et encore, parce que un salaire lambda, alors peut-être que je réfléchis en tant que Français, mais Bah, tu sais, nous on cotise pour la retraite, c'est-à-dire après ta retraite elle est payée aux États-Unis. Après dans les autres pays, je sais pas comment ça se passe, mais aux États-Unis, je pense que enfin aux États-Unis, si tu payes, en fait c'est une retraite où tu cotises pour ta retraite, tu vois, c'est pareil. Donc ouais, salaire lambda, ouais, ouais, mais tu te retrouves avec pas grand-chose, quoi. Tu te retrouves vraiment avec pas grand-chose. Non, j'espère. Ça, par contre, tu vois, si on parlait de l'évolution avec la Paramount, là, si j'espère que s'il y a une évolution qui doit être faite, c'est sur l'évolution du salaire des combattants. Vraiment, pour le coup, faut. Tu vois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans le cadre du fait que leur carrière soit très courte. Tu vois. ouais, mais écoute, malheureusement, j'ai du mal à voir les choses changer dans le bon sens. Ouais. Ouais, c'est Ça vrai. changera pour les stars, comme d'hab, qui seront encore mieux payés, mais pour le milieu de tableau et le bas du classement, il n'y aura pas grande différence. Ouais, mais tu vois, si on repart sur les paris illégaux là, dont on a parlé la semaine dernière, mieux payer les combattants, c'est aussi limiter les risques. Tu vois. Ouais, mais après ça, ils s'en foutent l'UFC, puisque ça arrive quand même, tu vois, c'est anecdotique finalement. Bah, Puis avec visiblement, vu ce qui s'est dit, c'est pas si anecdotique que ça, pour le coup. ouais, mais je suis pas sûr que c'est d'énormes conséquences non plus. Non, ça n'a pas de conséquences véritablement pour l'UFC, mais bon, c'est quand même une image après derrière. Tu vois, c'est la confiance que tu as dans les combats que tu regardes, tu vois, et donc dans la confiance que tu as dans une organisation. Tu vois, à partir du moment où une organisation elle est vérolée, t'as plus confiance dans les combats, donc t'as plus confiance dans l'organisation, donc ça joue sur l'image de l'organisation aussi. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce que c'était le cas au Pride finalement où on sait qu'il y avait plein de magouilles et ça n'empêchait pas que c'était la plus grande orga à l'époque, tu vois. Bah, c'est pour Et ça que je pourtant regardais tout pas le le monde Pride. savait que c'était rempli de magouilles. C'est pour ça que je regardais pas le Pride. J'étais au courant déjà. Bref, en tout cas, s'il y en a qui se plaignent, moi j'en connais un qui peut être envoyé pour casser des bouches. Je te le dis. Parce que Dana White, il l'a dit. Attention à Mark Zuckerberg. Attention à Mark Zuckerberg. Il l'a dit, les gens disent de la merde sur Zuckerberg. Zuckerberg est un super athlète en réalité. Il s'entraîne en MMA, en surf. Il le surf pour la bagarre, ça c'est intéressant. Il fait tous ces trucs. Zuckerberg vous démontrait littéralement. Tout le monde pense que c'est un geek derrière un ordinateur. Mark Zuckerberg vous démontrait. Les gens disent des trucs sur Internet, il vous botteraient le cul. J'ai mis cette info, elle sert à rien. On s'en fout. Mais c'est juste que ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais que on dirait, tu sais, le pote qui défend son pote. Non, je t'assure, hein. Lui, il est super chaud. Tu sais, tout à l'heure, j'étais au boulot, j'entendais, tu sais, dans l'ascenseur, tu vois, le mec, ah, le gars du MMA, mais pas pour moi, hein, pour un autre mec. Effectivement, j'ai vu son oreille en chaud et tout. Mais tu sais, les légendes qui sont créées pas sur des gens, tu sais, parce qu'ils pratiquent un peu les sports de combat, donc voilà, tu crées des légendes sur un niveau en bagarre. J'ai l'impression que Dana White, il fait un peu la même chose avec Zuckerberg. Il lui donne une légitimité. Après, certes, je pense que il a les moyens d'avoir les moyens de progresser. C'est-à-dire qu'il est tellement riche que derrière, il se paye des coachs de malades qui peuvent lui permettre de passer des caps. Et puis il a du temps Même pour au-delà de passer des ça, caps. j'ai- même au-delà de ça, quand même, c'est des choses quand t'es à ce niveau-là de richesse, t'es pas obligé de prendre des coups dans la gueule. Il y a peu de milliardaires qui feraient ça, tu vois. Et ils s'entraînent quand même assidûment. Hmm. Et rien que pour ça, quand même, respect, parce que il se met quand même en difficulté. Et je pense que tu sais, c'est un peu une réponse à ce que fait Dana White. C'est un peu une crotte de nez à tous les mecs qui commandent sur Internet alors qu'ils sont dans leur canapé et qu'ils ont jamais enfilé une paire de gants. C'est juste pour dire, lui, il le fait quand même. Moi, c'est comme ça que je le prends. Tu vois, quand il dit, vous Hmm. casserez tous la gueule, on sait très bien qu'il parle pas de pratiquants, de mecs qui s'entraînent, etc.
mais de plein de mecs qui se permettent de parler dans les commentaires alors que, tu vois, ils montent 3 marches, ils sont essoufflés. Ouais, parce les 3 marches, ils les montent parce qu'ils sont partis chercher le Uber Eats en bas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, parce qu'ils peuvent pas, ils vont pas faire la cuisine en plus. Donc non, non, je suis d'accord avec toi. Après, là où je suis un peu moins d'accord, c'est sur le fait, tu sais, il est milliardaire, il est pas dans l'obligation de prendre des coups. Je pense que justement, ces mecs-là, c'est des mecs qui, tu connais ma passion pour les milliardaires. Hein. J'aime pas forcément le mindset des milliardaires, mais je crois qu'il y a un moment où, de toute façon, si t'en arrives là, c'est que t'as un esprit combatif. En tout cas, sur des mecs qui se sont créés eux-mêmes, pas ceux qui ont hérité d'une fortune. Mark Zuckerberg, bon, même s'il a peut-être volé une idée à la base, je crois, si j'ai bien vu The Social Network, le film. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui s'est créé lui-même. Je pense que t'as un mindset quand même pour aller au bout des choses, tu vois, pour être, t'as un petit mindset de guerrier, tu vois. Donc c'est un truc au bout d'un moment, de toute façon, t'as tout fait. Il faut que tu pousses tes limites. Donc souvent, quand tu pousses tes limites vers des sports un peu extrêmes, tu vois. Et j'ai l'impression que lui, son sport extrême, c'est le fait de faire du MMA, du jiu-jitsu brésilien. En plus, c'est un monde qu'il apprécie. On le voit, c'est un vrai fan, c'est un vrai geek, au point de faire des entrées de combattants justement directement à l'UFC, au point d'être en bord de cage. Tu vois, de réserver même un Apex pour lui seul et sa femme, pour justement prendre le prétexte de méta, mais en fait pour se Ouais. réserver un UFC pour lui tout seul. Il a les moyens financiers de le faire. C'est quelqu'un, de toute façon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quand il se lance dans quelque chose, il va au bout. Tu sais, moi, je suis un peu geek des montres, tu vois, de l'horlogerie. Et Zuckerberg, tu vois, pour la petite histoire, quand il s'est passionné pour l'horlogerie, il a déniché des montres, mais des montres, tu sais, qui sont des raretés, des choses que normalement tu ne peux pas. Quelqu'un qui a toutes ces montres-là, c'est voilà, il a tué le game. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs qui sont très rares que normalement tu ne trouves pas, et lui, il les a au poignet. Tu vois, c'est vraiment le mec, quand il fait quelque chose, il va au bout de la chose. Tu vois, il va s'intéresser au sujet, il va poncer le sujet, et il va chercher à obtenir justement les fruits de sa recherche. Donc je pense que c'est pareil pour le MMA. Je pense que tu vois, ce mec-là, tu parles avec lui, je suis sûr qu'il a une culture MMA qui est très bonne. Ah, sur ça, non, mais alors sur ça, j'en doute pas. Mais il y a le fait de se passionner et d'apprendre un sujet par cœur, et le fait de prendre des coups. Et ça, il y a plein de gens qui sont pas faits pour ça. Il y a plein de gens qui ne le feraient pas. Ils vont se passionner de la chose, mais ils vont pas passer à l'acte. Il a quand même ce mérite-là. Ouais, après, attends, il a pas combattu en cage, hein. Pour l'instant, la seule compétition qu'il a fait, c'est en jiu-jitsu brésilien. Il devait Bien sûr, combattre. bien Il sûr. devait combattre au Colisée contre Elon Musk. Ça, c'était ce qui était prévu. Mais c'est vrai Ah, je me rappelle. il est pas rentré dans une cage pour aller se battre. C'est-à-dire que ça reste un entraînement. Tu prends des coups, mais avec des mecs qui savent ce qu'ils font, tu vois. Et puis, c'est pas un cours C'est collectif. sûr. Non, mais Tu vois, oui, mais oui. il est pas en cours collectif dans la salle du coin, tu vois. Donc, bon, ça va. Par contre, c'est des entraînements où l'environnement est plutôt aseptisé quand même, tu vois. Mais il s'est mis en danger sur une compétition de jiu-jitsu brésilien où il est parti combattre et je crois qu'il avait gagné d'ailleurs, qu'il avait fait premier. Il me semble qu'il avait Euh, gagné, on en avait parlé dans l'actu d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc voilà. En tout cas, il s'est mis en danger sur une compétition de JJB. Ça, c'est vrai. En MMA, pas encore. Mais ça veut pas dire qu'il le fera pas un jour. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, j'ai du mal à le croire parce que c'est quand même, tu vois, ce genre de personnes. C'est des gens qui sont, tu vois, t'as des investisseurs, comment dire, des gens qui ont payé des actions et tout ça. Enfin, tu vois, il est coté en bourse, hein. Donc, il peut pas se permettre d'être en danger. Tu vois, t'as des assurances et je pense que ce mec-là ne peut pas faire tout ce qu'il veut non plus. Tu vois, il peut pas risquer sa santé non plus plus que plus. En général, ils acceptent enfin là, en tout cas, ils doivent accepter qu'ils s'entraînent. Ça doit déjà faire grincer des dents. Si demain il prévoit de rentrer dans une cage, je pense que déjà son comité de gestion ou je sais pas quoi lui dira non quoi. Je pense qu'il y a aussi ça. On le sait, on l'a déjà vu ça. Je l'ai vu dans un ou deux films. Euh, Moi, j'ai jamais vu, je fréquente pas de milliardaires pour l'instant. Moi non plus, mais je me suis intéressé au sujet. Non, mais tu sais, il y a quand même un point de sécurité. Tu vois, je pense pas qu'il puisse faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Malheureusement, c'est un peu aussi la prison dorée où je pense que derrière, tu vois, il n'est pas libre de tous ses faits et gestes non plus, tu vois. Il peut quand même faire pas mal de choses. En tout cas, il a Plus pas que de nous limite déjà. financière. Il a pas de limite financière.
Bref, si je le vois sur un open mat, un jour je lui dirai, va savoir. Non, moi je veux Louis Sarkozy. Voilà, je le dis ici. Il a fait sa vidéo. Voilà, si tu sais, des mecs qui ont un peu d'argent et tout ça et qui font du grappling, on va rester dans un microcosme français. Il s'est entraîné à la TFF et tout ça. Il avait fait un open mat et tout. Moi, je veux le tester en grappling. Voilà, si s'il écoute le podcast Tatami Connexion ou si un de ses proches écoute le podcast Tatami Connexion, j'ai un open mat tous les dimanches matins. S'il veut nous rendre visite, j'aimerais bien tester Louis Sarkozy puisque il est là, la masculinité et la virilité. On est là, on est tatoué, on fait du grappling et il faut être capable d'une certaine violence dans la vie pour justement ne pas faire preuve de violence. Ok, c'est bien beau les grands mots, mais si un jour il est par Saint-Ouen, allez, allons-y. Ou si tu retournes chez TFF, chez Loïc Pora, dis-le moi, je viendrai, je trouve une petite place dans mon emploi du temps et on ira taquiner la Kimura. Donc voilà, ça m'intéresse. Bref, on enchaîne avec. J'ai vu son intervention, hein. En tout cas, lui aussi, pour le coup, il s'est vraiment passionné par le JJB. Ouais, il s'est vraiment passionné par le JJB, mais moi Il parle du JJB avec des étoiles dans les yeux. enfin la lutte livrée, il faisait de la lutte livrée là pour le coup. Ouais. Mais ça fait plaisir à Nicolas Régnier. Donc c'est peut-être lui son futur plus grand représentant de la lutte livrée, c'est Louis Sarkozy peut-être. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, j'ai vu ça aussi, mais ce que j'ai vu surtout qu'il s'est fait taper par un Oriens. Il était là, il regardait la caméra, il était en train de se dire oh merde, je suis filmé, en train de me faire broyer. Tu sais, il y a des petits coups d'œil à la caméra, tu sais, genre il filme encore ou pas? Ouais, mais j'ai envie de te dire, comme tout mec qui débute, de toute façon. Ah ouais, ah non mais c'était marrant cette vidéo, elle avait vraiment fait le tour et c'était vraiment très marrant. On termine avec l'analyse donc du combat de Match Nail contre Joseph Morales qui a eu lieu le week-end dernier. Donc c'est Baba en live qui nous a fait une dédicace et je le remercie pour ça. Baba qui est co-présentateur du RMC Fighter Club. Et donc il me l'a dit après par message, il m'a dit non mais sincèrement c'est vrai, quand j'étais fait la dédicace c'est parce que vraiment j'aurais voulu t'avoir avec moi pour décortiquer ce qui s'est passé sur la partie sol surtout de ce combat-là. Donc je vais me mettre le petit combat en live, hein. Il est là, UFC Fight Pass, il est disponible. Donc au pire, vous pourrez le regarder en même temps. Si vous avez RMC, vous le regardez sur RMC. L'UFC Fight Pass, vous le regardez sur l'UFC Fight Pass. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a donc un Morales qui était pas mal en boxe, hein. Parce que tu sais, on parle de sa partie sol, mais quand même sa partie boxe, il était. Ouais, il a fait un beau combat. Il fait un beau combat. Et donc Machnell va faire l'erreur. Parce que c'est lui dont vient l'erreur, c'est lui qui va chercher à l'amener au sol. Donc il y a un moment, on va arriver au moment justement, tu l'as vu le combat aussi, hein. Il vient Ouais. ceinturer. T'as Machnell t'as Morales pardon, qui dès qu'il est ceinturé va tout de suite rentrer le bras sous l'aisselle en prévision parce que on le dit souvent, tiens si on rentre dans le détail, la guerre de l'aisselle, du bras sous l'aisselle, de l'underhook, c'est ça qui est important dans le grappling. Si j'en parlais encore hier avec les élèves, c'est vraiment très important de toujours avoir ce contrôle du bras sous l'aisselle. Là il est ceinturé, il sait que si jamais il n'a pas ce bras sous l'aisselle, ça va être très compliqué de réagir très vite parce qu'il a besoin d'avoir un levier pour soulever son adversaire et là pour le coup pour se glisser sous sa ligne de hanche parce que c'est ce qu'il vise puisqu'il va chercher à se mettre en X-guard assez rapidement. Donc il rentre le bras sous l'aisselle. De là, il va venir sortir ses hanches, sortir ses fesses pour essayer d'enfourcher la jambe de l'adversaire et de prendre de la distance. Je pense qu'à la base, il voulait se relever tout de suite. Tu vois, c'est s'il avait l'opportunité de se relever. Finalement, il se rend compte qu'il peut pas prendre assez de distance pour se relever. Donc, il va se placer tout de suite. Il va rentrer les pieds, il va se placer en X-guard. Donc la X-guard, c'est quand tu viens croiser tes deux jambes, tes deux pieds au niveau de la cuisse de l'adversaire pour pouvoir le charger. Alors, si vous voulez une belle X-guard, par exemple, parce qu'on dit que Conor McGregor n'avait pas de sol, il avait fait une belle X-guard contre Ned Diaz sur un combat. C'était contre Diaz, hein. Ouais, c'était ça, contre Ned Diaz. Ouais, et il me semble même que alors c'est Diaz aussi quand on fait une, je sais plus contre qui. Mais je kiffe voir la X-Guard en MM. Ouais, ouais. Parce que c'est efficace. C'est rare et c'est terriblement efficace. À chaque fois qu'un mec l'utilise, il arrive à se relever ou à renverser. Exactement. Et donc là, c'est ce que Morales va très bien faire, puisqu'il va donc faire chuter son adversaire.
Donc Schnell, il va arriver à le remettre sur le dos, et là il va tout de suite pousser avec ses hanches en avant parce que les jambes de Schnell restent en l'air. Et là pour le passage de garde, il va chercher en fait juste à décaler les jambes et envoyer un gros overhand, ce qui va forcer Schnell à donner le dos, donc à se tourner pour se mettre en turtle position. Il comprend que Morales va essayer de lui prendre le dos, donc tout de suite il va se remettre sur le dos, et Morales va s'installer en position latérale. Et ce que j'aime, c'est qu'il va tout de suite graviter le plus haut possible pour contrôler la ligne d'épaule. Il va monter tu sais, il fait son switch de hanche, tu sais, pour venir faire un grand pas et venir très haut sur sur la ligne d'épaule pour contrôler le bras, le bras qui lui permettrait normalement de reprendre de la distance en sortant ses hanches, en poussant ses hanches, de le coller et de le coincer entre sa cuisse et ses côtes. De là, on va avancer un petit peu. Donc il garde la position et il est fort sur sa position. Il va placer quelques coups de coude. Schnell, il essaye justement à ce moment-là de reprendre sa frame, mais il y a toujours il y a toujours Morales qui se réinstalle et qui regravite toujours vers cette ligne d'épaule. Schnell, il aurait mérité de sortir un peu plus ses hanches, c'est-à-dire qu'il pousse bien avec ses bras, mais il aurait fallu qu'il fasse une langouste supplémentaire. Il essaie de mettre Ouais. les deux mains sous les aisselles pour repousser. Et de là, on voit que en fait Morales va essayer d'attaquer le bras en fait. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il met les deux bras du même côté, qui fait pas un bras tête. C'est vraiment pour essayer d'attaquer le bras et puis aussi pour placer ses coudes. Il met de très bons coups de coude. On sent qu'il a une bonne pression avec sa poitrine. Il force Schnell à se mettre sur le côté. Schnell, il essaye, tu vois, sa seule solution à Schnell, c'est d'essayer de ramener ses jambes et d'essayer de prendre la tête de Morales. On sent qu'il est pas fort sur la langouste. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il essaie vraiment de s'enrouler et de prendre la tête, sauf que le problème, c'est que en jouant à ce jeu-là, il oublie de se concentrer sur ses bras. Et là, on a un Morales qui va prendre la Kimura de la nord-sud. De là, il va essayer de faire taper et en soulevant son adversaire, il va voir l'ouverture et ça, c'est très fort. Tu vois, ce degré de lucidité, tu sais, et de contrôle, c'est que en le soulevant, il trouve l'opportunité de glisser sa jambe sous le corps de Schnell pour venir s'installer dans son crucifix. Donc crucifix, qu'est-ce que c'est que le crucifix? Je l'ai trouvé magnifique. Le contrôle, comment il vient le chercher, je l'ai trouvé magnifique. Ça Ouais. se voit que c'est quelque chose qui fait énormément à l'entraînement parce que tu peux pas l'inventer sur le moment. Ouais, c'est clair. Parce que c'est rare en plus de le voir attaquer de cette manière-là. C'est-à-dire de soulever l'adversaire pour glisser ta jambe dedans. Déjà, ça demande une bonne mobilité de hanche et de genoux, hein, de toute façon. Et quand il prend le crucifix, donc c'est-à-dire qu'il contrôle un bras avec ses jambes et l'autre bras avec ses bras, là, il va commencer à s'installer. Et en fait, du crucifix, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de venir étrangler. Ouais, là, je me souvenais plus de ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens. Il se met de côté. Il vient vraiment. Je parle de Morales. Schnell, il essaie de pousser justement à juste titre, tu sais, pour essayer de remonter sur le corps de Morales. Sauf que Morales, en fait, pour le contrer, Il sort il va ses se fesses. mettre sur l'épaule. Il va se mettre sur l'épaule pour venir tasser la tête de l'adversaire. Si tu Oui. peux pas pousser avec ta tête, Voilà. tu peux pas revenir. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une position, je pense, qu'il maîtrise. C'est déjà dans la façon de venir la chercher. Ouais. Ça se voit Ouais, que c'est son jeu habituel et dans sa réaction de jouer sur les cervicales, ça se voit qu'il se retrouve souvent dans cette position. c'est ça. Il sait exactement quoi faire. Et c'est très chiant quant à ça. Et puis l'autre avantage, je sais pas si tu captes, c'est qu'il a essayé de crocheter la jambe. En fait, du crucifix, il a essayé de crocheter la jambe Il a essayé. de Schnell. Et en fait, pourquoi il veut crocheter cette jambe? Parce que s'il arrive à mettre son premier crochet, derrière, comme il a le bras par au-dessus en overhook avec la main en cuillère là sous l'aisselle, en fait, il peut le soulever et venir lui attaquer le dos. En fait, c'était ça l'idée. Je pense, en première intention, il essaie de crocheter parce qu'il veut lui C'était ça, attaquer ouais. le dos. Parce qu'en plus, il aurait le dos et en contrôlant un bras en plus entre ses jambes. Donc, dans la défense, ça serait encore Mais plus il l'étranglait compliqué. dans la foulée. C'est ça. Donc, il y a une bonne défense quand même de Schnell qui essaie de se glisser et de s'échapper, de glisser plutôt vers sa ligne de fesses là. Donc, Morales, il essaie de l'étrangler, de passer le bras en dessous. Il voit que ça passe pas, et là, en fait, il va profiter, il va même la provoquer cette erreur qui va coûter la perte de Schnell. C'est-à-dire que il va faire comme si il lâchait le contrôle pour que Schnell revienne à quatre pattes face à lui. Et comme il a le bras qui est déjà on va dire son triceps qui est déjà d'un côté de la tête, quand Schnell va se retourner pour se remettre à quatre pattes, et ben il a plus qu'à entourer la tête pour attaquer la guillotine avec le bras. De là, il va recomposer sa garde, il va mettre le triangle,
grosse pression. Elle est puissante, hein, sa guillotine, parce que la guillotine à un bras, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et voilà, il va faire taper sur cette guillotine. Franchement, c'est un cas d'école. Franchement, voilà, si on veut voir du beau grappling, Hmm. c'était là. Magnifique, T'as magnifique tout session. un, t'as presque toute une séquence à driller en fait. Ouais, Tu vois, je te dis, ça, c'est des positions qu'il maîtrise parfaitement. C'est la suite logique. Là, pour le coup, il avait vraiment un coup d'avance à chaque fois. Il savait qu'en sortant de ce crucifix, il allait tomber dans sa guillotine. Il le savait. ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas quelque chose que tu fais, toi, de là, pas du crucifix, mais du dos. Ouais, C'est là une guillotine que t'attaques comme ça, hein. C'est à qui que tu l'avais ouais. montré au Ou club déjà? à, À à Nice. Nice. À Nice, puisqu'il avait Ouais. essayé de me le Où mettre en combat en fait, derrière. tu prends le dos, tu crées une tension sur les cervicales en libérant le dos, en fait, en laissant au mec qui peut sortir. Et au moment où il tourne, en fait, tu le cueilles dans la guillotine. Ouais. Et ouais, ça marche pas mal. T'as deux guillotines pièges comme ça. T'as celle-ci et t'as aussi celle où l'adversaire, tu sais, tu le laisses passer derrière toi, comme s'il t'avait passé la garde. Et en fait, t'as ton bras toujours en attente. Et au dernier moment, tu casses, tu sors tes fesses complètement de l'autre côté et t'en profites pour prendre la guillotine et venir finaliser. T'as ces deux pièges comme ça qui sont plutôt intéressants où tu laisses croire à ton adversaire la sortie pour en fait Et mieux il le se piéger. relâche, en fait. C'est ça. Il se relâche sur le passage. Il se dit, c'est bon, je passe, il voit sa fenêtre. Et en général, quand tu verrouilles ça, bah, c'est mort. Il voit sa fenêtre, tu l'étrangles, il commence à avoir des petits filaments de lumière, et après il voit juste un trou noir. Et il s'endort. Non mais franchement c'est vrai que c'est une super belle séquence. D'ailleurs je remercie Baba pour le coup de m'avoir dit qu'il m'avait cité parce que tu sais j'avais pas regardé cette UFC là. J'étais très fatigué, j'ai préféré pour une fois privilégier mon sommeil à regarder un UFC et je pense que j'aurais pas vu ce combat là si s'il m'avait pas dit qu'il m'avait cité. Tu vois parce que Ah, c'est même sûr. ouais C'est pas ouais peut-être, c'est même sûr. donc euh, donc au moins ça m'a permis de voir ce bel enchaînement. Bah écoute hein, comme d'habitude hein, quand on voit des mecs comme ça, tu sais ça me fait penser un peu au premier combat de Bryce Mitchell qu'on avait vu. Bryce Mitchell. C'est ça. Ou pour une fois qu'on Bon, regardait un ça a combat mal fini, de par contre. un petit peu. D'ailleurs, si vous connaissez un beau ORL, un bon ORL qui fait des tarifs pas chers, parce que visiblement il cherchait ça la dernière fois, il s'est fait péter le nez et il a pas d'assurance santé. Tu vois, on parlait de, tu vois, tu vois, c'est ce que je te disais sur les combattants de tout à l'heure. Ça revient sur le sujet de tout à l'heure. Donc, il a pas les moyens de se payer des soins. Donc c'est ouf. Bref. Et donc la première fois qu'on a eu Brass Mitchell sur une carte préliminaire, on s'était dit, ouh, lui, vu le niveau de sol, il faut qu'on suive. Bah là avec Morales, tu vois, c'est pareil. On va suivre un petit peu le personnage parce que un niveau de grappling comme ça, c'est quand même très intéressant et je pense qu'il y a il y a des choses à voir par la suite. Jusqu'où ça ira, on sait pas, mais en tout cas il y a des choses à voir. Ouais. Et il me semble qu'il est que, si je me rappelle bien des commentaires, il est que violette. Ouais, ouais, mais bon, est-ce que ça veut dire grand-chose? Tu sais, Violette, En tout t'as déjà cas, un excellent niveau en Violette, hein. non, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'entraîne vraiment en jujitsu encore. Tu le vois dans ses formes de corps. Il a vraiment ce travail jujitsu. Donc c'est intéressant à voir. Ah oui, oui, là c'est pur jujitsu. C'est pas du sol MMA là pour le coup, c'est du sol jujitsu. C'est ça. Donc ouais. Ouais, parce que tu vois, je vais citer quelqu'un d'autre, Momen Ferra, tu vois, tu vois, comme ça, je lui fais une petite dédicace aussi, si c'est quelqu'un de la Z-Team, avec qui je m'entraîne depuis toujours, qui est ceinture noire, qui s'est remis à la compétition, qui est un excellent compétiteur, qui gagne énormément de compétitions, et là, on s'est croisés aux Europes, la dernière fois qu'on s'est vu, ouais, c'était aux Europes à Rome, et j'avais un élève qui combattait en ceinture violette, marin, en ceinture violette adulte, et il disait, ouah, parce que lui il est en ceinture noire master maintenant. Il dit, je préfère combattre en ceinture noire master que combattre en violette adulte. Il dit, le niveau, il est beaucoup plus fort en violette adulte qu'en ceinture noire master. Et c'est vrai Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, même le rythme, non? avec l'évolution du jiu-jitsu, c'est les ceintures violettes déjà, c'est déjà un niveau qui est déjà Ouais, stratosphérique. non, c'est vrai. Donc, C'est clair. donc ouais. C'est pour ça, je te dis violette, en fait, une violette, sachez-le, c'est une ceinture noire sans expérience. Techniquement, c'est aussi abouti qu'une ceinture noire. C'est juste un manque d'expérience après. C'est juste ça. On rentre après dans le détail du détail. Mais d'un point de vue compétence technique, c'est l'équivalent Mhm. d'une ceinture C'est noire. vrai.
Mais ça veut dire qu'il y aura encore justement de la progression. Ouais, je suis d'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode actu de ce Restons Connectés. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description sur le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. N'oubliez pas le mot de la fin hein, en commentaire, c'est beau, c'est beau. J'allais le dire en plus. C'est bon, t'as pas oublié. Ouais, j'ai pas oublié, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mettez-le. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Faites preuve d'imagination. Glissez-nous un c'est beau dans vos commentaires. Soyez drôle, soyez ingénieux, soyez inventif. Glissez-nous un c'est beau, quelle que soit la situation. Mais voilà, c'est toujours intéressant. En attendant, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!